Bonjour madame, monsieur, et merci infiniment de nous retrouver sur Equinox Télévision en ce vendredi saint, dit-on, jour férié au Cameroun du fait de la célébration de cette, on va dire, fête chrétienne qui commémore, vous le savez, la mort de Jésus-Christ crucifié sur la croix et qui va donc ressusciter 2 jours plus tard, dimanche prochain, lors de la célébration de la Pâque. Et donc on voit très bien que le Cameroun a décidé de consacrer cette journée fériée. Il y a déjà trop de fériés dans ce pays. Quand travaille-t-on au Cameroun lorsqu'on voit comment on aligne avec autant de fierté les fériés chômés payés dans ce pays qui ne veut qui ne souhaite qu'une seule chose, que les gens puissent travailler pour évidemment accroître l'économie camerounaise en ce vendredi 19 avril 2019. On parle également de Vera Songwe, la camerounaise, la secrétaire exécutive de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique en visite au Cameroun dans son pays où elle a rencontré le Camerounais pour le Biya. On parle beaucoup de cette ZLEC, la zone de libre-échange continentale mise en place tout récemment par l'Union africaine et que le Cameroun a justement. On va très bien si avec ce plaidoyer, le Cameroun aussi a accroché cette zone de libre-échange continental pour évidemment profiter des échanges économiques entre les pays du continent africain. Madame, monsieur, donc installez-vous confortablement. Et comme chaque matin, l'équipe est en place, l'équipe n'est pas dans férié. D'abord, vous, monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au sous-préfet de Douala 3e. Monsieur le chef-terre, que se passe-t-il sur vos terres? Apparemment trop de remous, trop d'ingérence dans les affaires traditionnelles, notamment la chefferie d'Okpassi 3, centre. Trop de problèmes de ce côté. À l'heure actuelle, les populations ne savent que faire. Vous suivre ou suivre l'ordre traditionnel? Pourquoi tant d'ingérence dans les affaires traditionnelles qui ont, elles, leurs règles? Dans tous les cas, affaire à suivre. Donc, monsieur Bachou Chalamel, qu'on va retrouver à 10h30 dans le cadre de la colère, je le dis en vous regardant Chalamel, vous l'aurez compris. Également sur le plateau ce matin, vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau et bonjour à nos millions de téléspectateurs. On a vécu sur une scène très commune qu'on vit très bien dans nos marchés et autres lieux populaires. On voit une femme à travers dans les réseaux sociaux, une femme qui se fait arnaquer à ciel ouvert, au vu de tous. On a même eu justement l'internaute qui a même pris le temps de filmer et tout. Donc la dame achète une écharpe et puis tout de suite on voit donc le complice du vendeur qui lui passe un tout autre sachet. À l'intérieur, on voit tout simplement des déchets et des vêtements qui ne ressemblent pas justement à l'écharpe que cette dernière achetait. Donc, on demande à tout le monde d'être encore vigilant parce qu'ils sont là dans nos marchés à nous arnaquer. Dans le cas de la revue des réseaux sociaux, on parlera également d'économie politique et autres et on reviendra effectivement, il faut parler de cette journée ce vendredi qui est 5. Saint. Ce vendredi saint. Oh, voilà. Chiffre 5. Saint. Chiffre 5. 5, j'ai dit saint. 5. S-A-I-N. D'accord. Très bien. On parle de Tridium Pascal. Hein. Je pense que j'apprends aussi tous les jours. On parle de Tridium Pascal. J'apprends tous les jours. J'apprends. Je ne suis pas un pratiquant. Je dis juste que j'apprends que c'est le Tridium Pascal. Je ne savais pas, donc je préfère le dire ici. Et ça me paraît, il paraît que c'est dimanche que ça s'achève. Enfin, bref, en tout cas, on va en profiter pour souhaiter donc une très bonne fête. Je ne sais pas si on peut le dire à tous les fidèles chrétiens. C'est la fête. Non, ce n'est pas une fête. Ah bon? C'est pas une fête? Non, monsieur Eric Fopoussi, dans les principes de l'église de Florazé, on doit faire les sagnes aujourd'hui, poser la question de savoir qu'est-ce qui a tué Jésus, pourquoi Jésus est mort. C'est une réflexion qui va être
posé aujourd'hui après le lavement des pieds. Si vous voulez aussi. Non, mais écoutez, en tout C'est cas, pas un fait, ce n'est pas on un aura fait. l'occasion de revenir là-dessus. On sur la- s'interroge sur la sur la mort. signification. Non, mais écoutez, il me semble que c'est cette mort qui va libérer le peuple de Dieu. Enfin, c'est ce que j'ai aussi appris cela peuple aujourd'hui. Blasphème. Bref, de toutes les façons, on va tout de suite, madame, messieurs, vous le dire. Tout à l'heure à 11h05, dans votre chronique Florazé, ce sera la revue des réseaux sociaux avec nous sur ce plateau 10-12 le Zénith, madame, messieurs. Également sur le plateau ce matin, Bambok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Foposinegou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi, quand vous passez votre pack, moi je voudrais m'interroger, de quoi reproche-t-on à Maître Michel Ndoki? Apparemment, il n'a pas de dossier. Ou on vous dit que le dossier est vide. Donc la justice camerounaise demande à inculper les gens dont le dossier est vide. Je m'interroge. Que fait-elle d'abord si le dossier est vide? Qu'est-ce qu'on lui reproche naturellement? Je ne vois pas. Le dossier... Donc elle a été mis au frais, comme on dit dans notre pays, sans qu'on ait ouvert un dossier. D'accord, ça aussi, c'est à voir. C'est la démocratie avancée. Ça. Voilà. On parle souvent de dossiers vides lorsque des éléments ne s'y trouvent pas. Il n'y a aucun élément dans ce dossier. C'est, on va le dire, les dérives de notre justice au Cameroun, c'est cette instrumentalisation du pouvoir politique qui est néfaste donc à l'état de droit, comme on l'a souvent dit sur ce plateau. Et d'ailleurs, beaucoup ont ironisé en espérant qu'une souris n'ait pas soutiré ce dossier-là et qu'on n'ait pas d'éléments dans ce dossier. En tout cas, on imagine qu'on l'a arrêté avant de voir dans quelle mesure on va donc faire un dossier sur elle et trouver des charges. Si entre-temps, il y a des choses qu'on lui reprocherait, c'est maintenant qu'on va les chercher. Ah, voilà, d'accord. Nous sommes là dans un état de droit, en démocratie avancée. État de non-droit. On a un code de procédure pénale qu'on applique à la lettre. Voilà. Ah, ouais, d'accord. Très bien. Alors, j'aimerais également, dans la même veine, dire que Maurice Kamto a porté plainte contre René Emmanuel Sadi. L'information est en train de tourner. C'est à Paris qu'il l'a fait, donc pour diffamation, parce que Maurice Kamto estime avoir été diffamé par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi lors d'une interview à la radio France Internationale dans laquelle le ministre l'aurait accusé d'avoir été à l'origine des saccages des ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin. Il estime que c'est une diffamation et donc il appelle le ministre camerounais à répondre de ses actes donc devant un tribunal français à Paris, pour être complet dans ce dossier lié à l'affaire MRC. Alors, mesdames, messieurs, on va clairement démarrer l'émission de ce matin, loin des sirènes politiques, loin des sirènes religieuses, puisque nous sommes en réalité une émission qui se veut laïque. La laïcité est, on va le dire, le fondement de la République, et donc nous y sommes en plein dans ce programme. Nous sommes un État laïque, donc on reste dans la laïcité, pour ne pas montrer chacun ses obédiences religieuses et ses croyances dans la chambre. On laisse tout le monde croire en ce qu'il croit. Même à ceux qui sont athées, on accepte tout le monde en République. On va tout de suite donc démarrer l'histoire du jour avec vous. Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs du Zénith et bonjour aussi au panel. Ce matin, on va s'intéresser à l'histoire de maman Kameni qui nous a écrit pour nous souligner son problème. Alors, maman Kameni est mariée depuis 30 ans et elle a 55 ans. Son mari est décédé il y a peu. Et il fallait bien faire les cérémonies funèbres. Et rendu dans son village du côté de l'Ouest Cameroun, maman Kameni a refusé de participer au rite de veuvage. C'est-à-dire qu'on a tout préparé, tout arrangé, ce qu'il faut et tout. Et au moment de l'appeler pour qu'elle vienne participer, elle dit non. Je ne peux pas participer à cela. Et elle s'est mise dans une colère grave. Elle a commencé à insulter tout le monde. C'est elle qui nous dit qu'elle reconnaît quand même qu'elle a été très très grossière par rapport à cela. Elle a insulté tout le monde. Elle a dit qu'on ne peut pas la toucher avec ça. Elle ne peut pas rester sans habit. Elle ne peut pas marcher pieds nus. Elle ne peut pas ainsi de suite. Elle a dit qu'elle ne peut participer à aucun de ces rites. Et la famille du défunt, très en colère, a piqué une crise et a dit mais non. Si c'est comme ça, ok, on te laisse avec le corps de ton mari, tu enterres seul et on voit. Ils sont rentrés, chacun est rentré. Et maman Kameni, ne sachant pas quoi faire, elle a décidé d'aller remettre le corps à la morgue.
question de préparer de nouveaux funérailles pour son époux. Et c'est comme ça qu'elle a fait appel 2 semaines après à son frère qui est prêtre pour qu'il vienne procéder au rituel funéraire chrétien pour son époux. Et arrivé au village, la famille du défunt qui réside au village a décidé que pas dans leur terre, on ne fait pas ce genre de choses dans leur terre. Elle peut aller enterrer son mari n'importe où. D'accord. Et voilà son problème ce matin. On est clairement là au carrefour de la rencontre entre la tradition judéo-chrétienne et la tradition africaine, une rencontre qui fait jaillir une forme de choc de civilisation. On voit très bien avec ce cas précis, le cas d'espèce de ce matin, un choc de civilisation ou bien un choc qu'on voit sur la question du veuvage, les rites de veuvage. Vous savez ce qu'on dit parfois hein, sur ces rites et de ce à quoi on est soumis en termes d'âpreté de ce que vous devez respecter au quotidien. Beaucoup estiment, des femmes estiment que c'est très difficile, c'est fastidieux et donc parfois c'est même, on va le dire, et ça c'est pour reprendre un thème qui va beaucoup plaire aux féministes qui nous regardent ce matin, que c'est très réducteur, c'est très infantilisant. Et surtout, ça ne valorise pas, c'est dévalorisant pour la femme, ces rites de veuvage-là, pour certaines féministes. Je le dis parce que je lis parfois 2-3 tweets sur Twitter et on voit très bien que ce débat-là, là-bas aussi, sur cette plateforme très occidentale, fait beaucoup débat. Et donc, on va en parler. Il y a également la tradition judéo-chrétienne. Là, on voit très bien que les prêtres ou les pasteurs ou l'église chrétienne, parfois, donc gère également à sa façon ce type de passage, ce type d'occasion, et on voit très bien que les frères de ce village-là semblent ne pas accepter cela et estiment que c'est une hérésie, c'est un blasphème, parce qu'on pense toujours que le blasphème c'est parce que on parle mal de la chrétienté, même quand vous parlez mal des ancêtres des gens, vous blasphémez aussi, il faut qu'on le dise, ça c'est pour Floraser ça, vous blasphémez quand vous dites que mes ancêtres ne peuvent pas me protéger, vous blasphémez, clairement. Alors, non, je le dis juste en passant, pour qu'on se comprenne très bien que ce qui est blasphématoire n'est pas une exclusivité chrétienne et que vous pouvez blasphémer aussi sur mes ancêtres, moi qui suis africain. Et qui le revendique. Alors, bref, voilà. Alors bon, ben là, je commence par vous sur cette question. Alors, mais quand on regarde ce qui se passe là, quand on regarde évidemment les contradictions, les chocs, les incompréhensions, vous, qu'est-ce que vous relevez? Je relève que l'État du Cameroun a vraiment pénétré en bourse. J'ai relevé si dernièrement le fait que le code pénal autorise un enfant à emprisonner son futur beau-père et à épouser sa fille. C'est justement cette femme, c'est sûr qu'on l'a conseillé, on lui a donné des conseils selon lesquels va au tribunal, c'est ton mari, tu peux l'enterrer, tu viens avec une décision de justice, et va faire, on va, d'accord, mais le problème c'est qu'elle expose ses enfants. On peut même fermer les yeux sur elle-même. On dit, bon, mais les enfants, elle les mettra où? Elle les met justement en porte-à-faux contre sa famille. Ça veut dire qu'en fait, cette femme n'est jamais venue en mariage. Ou, pour vous dire quoi? Pour dire que l'État du Cameroun, et c'est encore l'actuel ministre d'État chargé de la justice qui avait présenté ce code pénal, ça veut dire qu'à commencer par lui, l'État du Cameroun et les députés qui ont voté cette loi, et le président de la République et tout, nous sommes en complètement délitement de la société. On ne peut pas parvenir à un consensus quand vous parlez de république. La République nous a trouvé. Vous ne me le pourrez pas là-dessus. Hein? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Elle a oublié que le jour de son mariage, de la dot, elle ne parle pas. Son défunt mari non plus. Ça veut dire que c'est deux familles qui parlaient, chacun avec un représentant. Ils ont parlé. Donc, ces deux familles, ce sont deux familles qui se sont liées. Et ils ont demandé à leurs enfants, ils ont béni leurs enfants pour qu'ils pérennisent la descendance. Aujourd'hui, comment on rompt le mariage, les liens de mariage? C'est par les rites de veuvage. Les rites de veuvage, c'est un moment
où la famille, lorsque le garçon, je ne sais pas comment ils se sont mariés, mais en principe, le garçon présente sa fiancée à sa famille. Et les mêmes gens commencent à voir, peut-être elle est réticente et tout, on commence à t'amener la famille. C'est le même procédé, seulement que les acteurs changent, parce que les rites, ceux qui te font des rites de veuvage, cette femme, c'est des vieilles femmes, celles qui sont veuves, ils viennent. Elle a 55 ans, elle est Voilà. aussi un peu vieille. Quand même. Oui, oui, elles Bon, je viennent. m'excuse de celles qui pensent que 55 ans c'est vieux. Bon, enfin bref, je veux dire qu'elle est âgée. Désolé. Elles viennent encore, comme Voilà. on dit, elles viennent te draguer en te disant, oui, ma fille, ton mari est parti, Oui. veux-tu rester ici ou pas? C'est ça, c'est tout. Voilà le questionnement. Voilà Il y en a le- même pas. la signification Voilà, des veux-tu rites de rester veuvage. à côté de la tombe de ton mari ou pas? C'est ça qu'on appelle rite de veuvage. Puisqu'elle peut même partir, elle peut décider de partir, de s'en aller. Maintenant, quand elle décide de rester, il y a donc un représentant de la famille qui sera le père de l'enfant. Mais ici, les femmes occidentalisées pensent toujours que quand on dit c'est lui qui remplace le cœur, ça veut dire que vous allez entretenir obligatoirement les relations intimes. Non, ce n'est pas ça. On veut, nos enfants sauf que- grandissent. bon, sauf qu'on a vu dans ce cas-là des pères comme ça faire des enfants à une veuve. Oui, mais on drague la femme. On lui dit, est-ce que du vivant de votre mari, vous avez eu à flirter avec un de ses frères? Quand vous dites oui, Ce qui est répréhensible quand même. Hein? Voilà, non, non du tout. Écoutez, Mais attendez, ça veut dire qu'elle trichait, comme vous Oui, dites, ça veut pour dire qu'elle utiliser votre trichait. langage. Et Oui. maintenant, ces femmes ont donc le devoir de savoir, vous avez triché avec le frère de votre mari, qui serait marié? Quelles seraient maintenant les relations entre entre les coépouses? Donc, vous êtes des coépouses. Quelles seraient les relations? C'est elles qui entretiennent, qui rétablissent le nouveau code de conduite entre vous deux. L'essentiel, parce que la femme a voulu individualiser, je parle de la femme dite moderne, elle a voulu individualiser le problème, elle a abandonné les enfants. C'est de la même manière, c'est par exemple mais est-ce l'histoire que la d'hier. réaction de ces hommes-là qui clairement refusent les obsèques dans ces conditions-là, est-ce que c'est une réaction normale? En principe, c'est pas normal. On n'aurait pas dû la laisser avec le corps. C'est pas Oui. son corps. Bien sûr. C'est pas son corps. Vous dites, madame, vous ne vous soumettez pas au rite de veuvage. On la prend, on la met dans une chambre à part. On vient enterrer mon fils. Avec dignité. J'enterre mon fils avec dignité. Je l'abandonne pratiquement. On l'abandonne. Donc bien. il n'y a même pas à faire. C'est justement là où il y a eu faute. Pourquoi Oui. elle vient et remet le corps à la mort? C'est pour ça que j'ai interpellé la justice Mais, bon, qui est venue, au lieu de réguler Oui. les Vous savez que il y a quand même une volonté de réconcilier les positions. Vous voyez très bien qu'aujourd'hui, on réussit quand même ce pari-là à faire en sorte que lorsqu'il y a des obsèques, lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt, on voit des prêtres ou des pasteurs venir faire leur part et Non. partir, et ensuite la tradition reprend le relais sans que ça ne fasse d'éclat de voix. Non. Pourquoi ici il y a autant de déchirures En fait, dans les positions? vous Oui. parlez de consensus parce que l'Africain aime le consensus. Oui. Mais l'Église est venue nous agresser. Vous n'allez nulle part dans la Bible où on vous parle de rites de veuvage. Moins encore des rites de veuvage. Il lit un passage bidon là où vous dit Samuel était monté, descendu, son fils est tombé malade. on va les Non, je respecter. le dis, nous sommes en semaine Quand on dit pascale. passage bidon, bon, enfin, je veux dire, à un moment donné, quand même, il faut respecter ce que... Non, pensent les autres. apparemment, Jésus a dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Donc, puisque nous sommes en train de célébrer Jésus, disons la vérité, il faut que la vérité nous affranchisse. On dit, Samuel, qui était malade, son fils était malade, il s'est mis en deuil. Quand le fils est mort, il est sorti du deuil, il a commencé. Ce n'est pas le veuvage. Tu peux faire, lorsque je vais mourir, mais tu vas dire, Père Mbombo est parti, tu peux faire le deuil. Or, c'est le rite de veuvage, sont les rites de veuvage qui marquent la fin du mariage. Ça D'accord. n'existe nulle part dans la Bible. Donc, l'Église est venue nous agresser. Et comme ce sont nos enfants, on dit, bon, laissons. Essayons de voir, de les aménager un espace. Mais, à peine d'aménager un petit espace, l'Église s'est accaparée de tout
comme si c'est elle qui connaît Dieu, alors que Dieu n'existe même pas là-bas. Vous semblez le regretter. Mais parce que comme bon Monica, je suis en proie à ça tous les week-ends. Bon, je suis sûr que même demain, j'aurai à gérer ça. C'est une concurrence à laquelle il faut... Non, nous on les comprend. Oui. Ce sont nos enfants, sont prêtres pasteurs. Ils ne savent même pas véritablement qui est Dieu. Ils savent Dieu selon que soient les Romains. Vous allez voir, ils ne savent même pas s'ils sont Romains ou s'ils sont Juifs ou bon, vous dites judéo-chrétiens. Bon, laissons-les là-bas. Mais ici, la famille a fait faute parce qu'on a laissé que la femme rentre avec le corps à la mort pour réorganiser les obsèques. Vous organisez les obsèques comment? Vous êtes opposé, on vous dit d'accord, prêtre, parce que vous ne célébrez pas ici. Cette femme, c'est nous qui l'avons épousée. Elle ne veut pas faire les rites de Vivat, d'accord. On la met dans une chambre, on enterre notre fille et on prend les enfants. Parce que ce genre de femme, il ne faut même pas lui laisser le soin d'avoir ces enfants-là. D'accord. Donc c'est là où on lui dira, donc va au tribunal. D'accord. On verra. Alors, bon, il faut dire que quelles que soient les traditions, hein, qu'on soit dans la tradition judéo-chrétienne ou africaine, tout cela relève de l'ancétrisme, ce qu'on appelle l'ancétrisme, pour ceux qui voilà, manipulent ces concepts d'ancêtres, ancêtristes aussi, qui comprennent ces choses-là, parce que chaque tradition également fait référence à des personnes qui sont passées avant. Vous voyez, on parlera de Moïse, d'Abraham et tout ça. Donc tout cela reste dans cette même logique. Et pour moi, Fopoussi qui considère que Fopoussi ou Fopushi ou Fubishi, comme on parle dans sa prononciation originelle, est mon ancêtre à moi, étant mon grand-père, j'estime que je lui dois du respect et je dois également une forme de vénération par rapport à son ascendance sur moi qui suis sa descendance en tant qu'être vivant. Donc en réalité, ce sont ces combats-là qui dérivent sur des chocs civilisationnels, et on voit très bien que entre deux traditions, deux conceptions du monde qui ont pour trait commun l'acceptation d'un Dieu unique et suprême, on est clairement dans un combat. Et on voit très bien que les personnes athées qui refutent l'idée même de Dieu parviennent évidemment à avoir des relations tout à fait cordiales avec ceux qui ont pour concept et doctrine la croyance à un Dieu absolu. Donc, vous voyez, il y a ce consensus impossible. Alors, Chalamel, c'est ça? Difficile consensus dans cette histoire? Monsieur Eric Fopoussi, je veux dire falsification de l'histoire. J'appelle falsification de l'histoire. Pourquoi? Qui débouche sur... Je m'explique, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Lorsqu'on veut maudire un enfant, le père ou la mère entre à la cuisine, ramasse la cendre et souffle. Il t'a maudit. Première chose. La femme n'est veuve que lorsqu'elle s'est répandue la cendre sur le corps. Lorsqu'une femme perd son mari, elle prend la cendre, elle se lance, elle s'asperge la cendre sur le corps. Lorsque l'église arrive, l'église trouve ce rituel-là comme étant un rituel sauvage et barbare, comme si l'anthropophagie qui avait chez eux était légale, était normale. Monsieur, il faut pour le cannibalisme, parce que l'Europe a été cannibale. Donc, ils arrivent, ils trouvent une civilisation, on demande, lorsque tu perds ton mari, on te met la cendre sur le corps. C'est une malédiction de perdre son mari. Parce que en Afrique, on n'imaginait pas qu'une femme devait perdre son mari. Non, on se oint de sang. Les incestueux, les bannis de village, on les oignait tout le corps de cendre et on les chassait du village. Voilà d'abord le principal rite. Vous avez vu tant de carême, vous utilisez la cendre. Ça, c'est vraiment, c'est encore une falsification de l'histoire. Donc à ce niveau, il faut régler. Je vais sur les couleurs. Comment matérialise-t-on les couleurs? Lorsque vous voyez en Afrique, le fantôme a quelle couleur? Blanc. C'est l'Afrique, ça, blanc. La couleur du bonheur en Afrique, c'est le noir. La nuit porte conseil. C'est la nuit où on rencontre les génies. C'est la nuit où on discute avec les esprits des ancêtres. C'est le bonheur. Quand l'église arrive, on vous dit non. La couleur du deuil, c'est le noir. Vous adoptez le noir. Chez d'autres, on dit c'est le bleu. Vous adoptez le bleu.
Voilà comment le noir est devenu. On va à la morgue, on met le noir. On va à la session, on met le noir. Les couleurs du bonheur sont devenues des couleurs. On racontait les plus belles histoires, les plus grandes épopées. Les conteurs et les griots racontaient l'histoire dans la nuit, monsieur Rifopoussi. Voilà là où on a commencé à dévoyer la couleur et le rituel. La nuit autour du feu. Monsieur Rifopoussi, le veuvage, donc, est le rite. Excusez-moi, parce que même les Français se perdent. Quand on dit veuvage, on va dire le veuvage tire son étymologie du mot grec. Même les Français n'ont rien. Donc ils n'ont rien. Donc ce qu'ils appellent, c'est des mots empruntés. Ils vont tout aller chercher du grec, du latin, tel, pour essayer de trouver une signification. Non. Chez moi, veuvage n'existe pas. C'est rupture. Rupture entre le monde des vivants et le monde des morts. Il passe d'une étape à une autre. Parce qu'il y a 3 étapes. La première étape, c'est le décès. La deuxième étape, c'est l'acceptation auprès des ancêtres. La troisième étape, c'est le statut d'ancêtre. Ce n'est pas tous ceux qui meurent qui sont ancêtres, non. Donc voilà encore, c'est une succession de rituels et d'élévation. Donc, monsieur Eric Fopoussi, le rite de veuvage est d'une importance capitale. Et il faut le voir comme un triptyque. Nous sommes vendredi saint. Dans toutes les églises, il y a une question qu'on va poser. Qui a tué Jésus? Jésus est mort comment? Il était malade, il avait quoi? Et il y a des gens qui vont répondre. Vous l'avez vu chez les bêtiers, on dansait les sanis en sautant, en bougeant, sur un bananier. Chacun arrive avec la lance, il envoie sur le bananier pour dire si c'est le responsable. Voilà ça, une sorte de... C'est un rituel qui est respecté chez les bêtiers. Donc, monsieur, il faut possible. La première question, parce que ça, je dis le veuvage, il faut le voir, le rituel de la rupture, il faut le voir sous un triptyque qui lui-même a 3 sous-triptyques. Premier triptyque, quelle est l'origine de la mort? Lorsque quelqu'un tombe, on arrive, on demande, il est mort de quoi? Que vous le voulez, avant de dire mes condoléances, on dit il est mort de quoi? Il avait quoi? L'accident, la maladie, quelle maladie? Il a souffert, courte ou longue maladie. C'est des questions qu'on pose. Voilà le premier rituel du veuvage. Le deuxième rituel, monsieur Eric Fopoussi, c'est, chez les bêtiers, on dit, quels sont ceux, s'il est mort, d'une mort mystique, quels sont ceux qui ont vu et qui n'ont pas dit? Quels sont ceux qui ont entendu? Quels sont ceux qui ont vu, entendu et participé? Si en ce moment qu'un tribunal siège, que celui qui a vu, il y a une herbe là, on appelle ça les bébés d'or. Vous appelez ça les bébés d'or. On prend cette herbe, on attache que celui qui a vu. 3 jours, il tombe. Ou 9 jours, il tombe. Que celui qui a entendu. 6 jours, il tombe. Que celui qui a participé. 3 ou 2 jours. C'est comme ça qu'on attache et vous entendez, on enterre cela avec le mort, avec la hache, la machette et tout. Voilà le premier rituel. Donc toutes les femmes qui se sont loin de cendres, on doit les laver. On doit les laver à l'eau. L'eau des lieux sacrés. L'eau, si vous voulez, l'eau de vie de la concession. On prend donc la boue. Seule la boue, la terre de la concession dans laquelle vous avez piétiné, vous avez été accepté, peut vous purifier. On prend cette boue au bord de l'eau, on piétine cette boue, on vous répand avec cette boue pour nettoyer la cendre de la malédiction. Et on prend l'eau du lieu sacré, on vous lave pour vous purifier. Vous avez passé le premier. La rupture, maintenant, monsieur, il faut pousser en elle-même. La rupture, c'est couper les liens. Et les seules personnes habilitées à couper les liens, ce sont ceux qui ont vécu elles-mêmes la mort, qui ont côtoyé la mort. Chez les bêtises, c'est le balai. On se place en 2 haies, vous devez passer au milieu, on vous frappe avec. S'il est admis que c'est vous qui avez tué votre mari, parce qu'il y a un rituel, si c'est vous qui avez tué votre mari, si vous êtes à l'origine, l'origine ne veut pas dire, monsieur, il faut pousser que vous êtes entré dans une secte. Il y a des femmes dont les maris tombent malades, elles abandonnent les maris, elles disparaissent, elles font comme cette femme, elles vont faire le chemin de croix, elles vont prier, elles vont faire ci, elles ne s'occupent pas, elles ont tué leur mari. Le rituel t'attrape. Il y a des femmes qui, lorsque, à cause d'une colère, l'homme sortait. Vous permettez que je détermine, Florazé. L'homme, en sortant, s'est mis en colère. Si une colère est partie, c'est vous la responsable. Donc, on veut déterminer. Et il y a des rituels. Dans notre village, c'est le canari comme en dessous. Dans d'autres, ce n'est pas parfait. Toute chose est perfectible. Même monsieur, il faut pousser à 90%. Ça attrape. Dans le marbre, c'est le balai. Ça va expliquer, moi, ça m'intéresse, pardon. C'est le balai. Oui. Pour déterminer, on prend le balai, on attrape. Si le balai bloque, vous savez quelque chose sur la mort de votre mari. C'est comme ça qu'on détermine. Donc, si la femme a été coupable, si en termes de comportement, la femme n'a pas accepté sa belle famille, parce qu'il y a des femmes démons, il y a des femmes Satan.
qui ne supportent pas leur belle famille. Dès qu'elle entre dans votre famille, elle pourrit, elle divise votre famille. On dit ok, c'est au niveau du rituel. Non, ce n'est pas la vengeance. Vous la voyez comme une vengeance. C'est comme on fait son lit qu'on se couche. Je suis désolé. Il faut savoir. Et quand vous entrez, vous épousez monsieur. Vous n'avez pas le droit de juger. Lorsque vous allez épouser un homme, lorsque vous allez épouser un homme, le jour que vous lui dites oui, pour demander lui que si jamais tu n'es pas là, le rituel sera quoi? Qu'on te dise avant de dire oui. D'accord. N'entrez pas dans une famille. Donc, monsieur, il faut poser le permis. Le troisième, c'est la réinsertion. La réinsertion qui tourne. À partir d'aujourd'hui, tu es veuve. Tu dois accepter ton statut de veuve. Tu ne seras pas vu comme tout le monde. C'est une autre école. La réinsertion, c'est le troisième point. On t'apprend ton nouveau statut. Tu vas subir ici. Évite les problèmes. Ton mari n'est plus là. Tu n'as plus assez de force. Ton bras est cassé. Nous, maintenant, on va se retrouver en tant que veuve. C'est une association. On réintègre. La famille pose la question, justement, comme l'avocat dit, les enfants, qu'est-ce que tu penses des enfants? Est-ce que tu peux tenir les enfants? Non. Vraiment, les moyens sont réduits, je ne peux pas. On dit, ok, est-ce que tu acceptes qu'on prenne certains enfants pour t'aider dans les charges? Oui. C'est à ce moment qu'on discute de cela. Oui, nous prenons. Maintenant, dis-nous, toi-même, tu décides quoi pour toi? Puisqu'on a fait le rituel de la rupture, tu décides quoi pour toi? Tu restes avec nous ou tu pars? C'est là où la femme décide. Et c'est ce que mon avocat dit. Est-ce que tu continues? Tu avais un frère avec qui tu restes? C'est une question. Tu es avec nous ou tu pars? Elle dit non, je reste dans la famille. Lorsqu'elle décide de rester dans la famille, on l'accepte, on a décidé des enfants. On lui pose donc la dernière question. Même le droit camerounais le reconnaît. Notre frère a laissé quoi? Il faut qu'on entre. On ouvre. C'est les cantines qu'on va ouvrir. Si c'est les habits, tu donnes nos habits. Si c'est quoi, tu donnes, tu parles. Ça se partage. C'est reconnu. C'est reconnu que les femmes arrêtent de croire que oh, c'est reconnu. Les chapeaux, les chichas, les ceci, vous devez partager une partie avec les frères. Voilà. Donc, rendu à ce niveau, monsieur Eric Fopoussi, vous avez fait vos veuvages, vous pouvez partir. La conclusion, c'est dormir 7 jours à même le sol. Ce que les chrétiens sont venus appeler les neuvaines et tout consort, c'est reconnu. 7 jours, vous devez dormir à même le sol avec votre premier fils. Lorsque vous vous levez, on brûle le plantain et l'huile que vous mangez. C'est tout. Ok, écoutez, mais sauf qu'après, dans l'histoire de ce matin, pourquoi ça bloque tant Parce que la femme est mauvaise. Elle est mauvaise. À l'immédiat qu'on lui a tiré de veuvage, qu'est-ce qu'elle a dit? Non. Elle était grossière. Ok, alors Florazé, vous brûliez pour point de parler. Allez-y, parlez. Non, je crois que le dernier point que Charles Hamel a évoqué tout à l'heure par rapport... D'abord, vous, que pensez-vous? Oui, non, c'est ça en fait, parce que je crois qu'il faut penser justement pendant cette initiation à la nouvelle vie, ce que la veuve va vivre sans son mari, il faut justement penser à cette après-vie. Parce que justement, la femme, après être passée par tout ce rituel, etc. et tout, est abandonnée. Et même moi, je voudrais qu'on revienne un peu à l'humanisation de nos rites traditionnels et autres. Parce que, vous voyez, avec la rage avec laquelle Charles Hamel même s'exprime quand il veut parler de la femme, elle est mauvaise, elle est démon, tout. Ce n'est pas à vous, hommes, d'octroyer un quelconque jugement sur une veuve. Vous n'avez pas le droit. Je crois que c'est à ce moment, non, vous n'êtes qu'un homme, vous n'avez pas le droit d'octroyer un quelconque jugement, même si cette dernière, pendant son foyer, était ci, était ça, était ça. Parce que, justement, pourquoi c'est pendant les rites qu'on trouve que la femme doit nous dire, il est mort, dis-nous où il est passé, il est mort de ceci, il est mort, non, pourquoi on n'encadre pas, parce que je vais le dire, Charles Hamel, on connaît, lorsque vous payez, il est difficile pour vous de faire cette, je vais dire, cette rupture, que ce soit pour l'homme que pour la femme, et c'est encore plus pire pour la femme qui perd son mari. Elle est dans tous ses états, elle est même traumatisée. Alors, tout de suite, elle est un peu appareillée, surtout dans nos familles. Parce que tout de suite, on veut savoir, comme Charles Hamel a voulu insister sur pourquoi il est mort. Il est mort comment? Tout de suite, tous les regards sont focalisés vers la femme. On ne veut pas savoir dans quel état psychologique elle se trouve. On ne veut même pas déjà commencer à l'encadrer sur justement l'après-rituel. On est focalisé sur ce qu'elle a traversé comme étape. Elle était une mauvaise femme, non, elle ne faisait pas ci, elle ne préparait pas. Non, pour avoir donné, non, je donne mon point de vue, pour avoir également été, pour avoir également partagé ou parler avec certaines de pour ce qu'elles ont vécu. Pour ça, je parle d'humanisation et même de ce que les femmes subissent dans nos différents rites. Moi, je l'ai toujours dit. Essayez de revoir les méthodes par lesquelles vous faites passer les femmes pour les différents rites. Nous ne sommes pas contre les rites. Alors, on a une histoire qui nous est taillée ce matin.
Comment une femme qui vient perdre son mari est si catégorique et odieuse, etc. et tout? Je crois qu'il faut, non, Chalamel. Vous n'êtes pas toujours, radical. Ne soyez pas toujours radical parce qu'on n'a pas écouté cette dame. Elle est venue même s'exprimer auprès de Karine parce qu'elle veut savoir ce qu'il faut faire, etc. et tout. Mais dans ce moment de colère, vis-à-vis de sa belle famille, qui également dans cette histoire a sa part de responsabilité. Moi, je dis, arrêtons d'opprimer les veuves. Arrêtons d'opprimer les femmes qui sont dans des moments difficiles, surtout quand elles viennent de perdre leur époux. Pour vous, hommes, c'est trop facile, là. Je vous dis, vous avez la capacité de pouvoir gérer cette pression. Vous trouvez qu'en mais pour la femme, oui, 55 ans, oui. 56 ans, une femme qui a été mariée, oui, n'a pas accompagné d'autres de ses belles-sœurs, c'est justement, c'est ça qu'il faut éviter ce langage. Non, Chalamel, évitez ce langage. Ce n'est pas parce que non, ce n'est pas parce que madame a vécu, a été à la maison du deuil de sa voisine, de sa soeur, etc. et tout. Il n'est jamais... Chalamel, vous ne savez pas à quel moment la mort va consonner à votre porte. Personne ne peut quantifier, ne peut savoir comment il sera à ce moment. Je prépare. Alors voilà une femme elle-même qui vit la même situation, Chalamel. Ce que tu vas vivre. Ce que voilà je veux dire, va te faire faire. Ce que je veux dire, et même ça, et même si vous avez vécu, c'est pas vous. Mais vous avez peut-être entendu. Vous avez peut-être écouté des personnes vous raconter leur aventure, les veuves, etc. et tout. Vous êtes aujourd'hui vous-même veuve. Comment vous faites? Mais non, nos familles ne pensent jamais à ça. Hein. Si, on ne pense jamais à encadrer. Tout ce qu'on pense, c'est de faire passer la femme. Non, moi je demande ce matin. Je n'ai pas dit, je ne dis pas qu'il faut être contre, je ne suis pas contre les rites et tout. Mais je demande de revoyer vos méthodes rituelles. Et soyez tendres et soyez humains. Parce que chacun s'infiltre pour régler ses comptes. Et c'est la veuve qui souffre. Pour toutes les veuves, si on a 10 veuves là maintenant, je dis bien 700 malheureuses après le décès de leur époux. C'est un cadre, et si vous le dites avec des paroles. Mais dans sur la pratique, ce n'est pas ce qu'on vit. Les veuves sont malheureuses après. Oui, si tu permets une seconde. Justement, les veuves, même s'ils sont 8 sur 10, ça veut dire qu'elles ont été méchantes. Non, je ne pense pas, bon. Écoutez, vous avez parlé, je vais vous expliquer. Moi, je les gère depuis plus de 20 ans. Non, je ne pense pas. Mais écoutez, je vous fais un témoignage. Quand vous dites je ne pense pas, je donne pas un point de vue. Je vous dis ce qui se passe. Il se passe que c'est la femme elle-même qui ne sait pas que la famille l'observe depuis qu'elle est entrée en mariage. Merci. Première chose. Deuxième chose, on sait que la famille a un cœur meurtri. Et l'état des enfants. Et à un moment encore, justement, quand on vient dire il est mort quand de quoi, on vous observe. Votre manière d'aider à la maison, vous dites, votre frère, moi, je l'ai mis à la morgue, voilà. On te voit monter, descendre, on l'observe. On te voit mettre le rouge à lèvres pendant tout le temps qu'il est décédé. Cette attitude, en moi, je pense que cette attitude ne vaut rien. Ce n'est pas ça qui doit pousser les uns les autres à retraire un genre pour dire, elle a mis le rouge à lèvres, c'est elle qui a tué son mari. Je dis non. Et non, parce que Charles, moi, je vous ai écouté de bout en bout. Et je dis que vous arrêtez sur les détails. Et c'est vous justement, ce sont ces détails qui sont très importants. Ce sont ces détails qui sont très importants et qui font en sorte que justement la veuve n'est pas considérée, et même celle, avant même qu'elle soit, celle justement qui vient de perdre son mari, n'est pas considérée vis-à-vis de la douleur qu'elle traverse en ce moment. Vous vous attardez sur son attitude. Vous vous attardez sur son attitude pour juger cette dernière. Justement, parce qu'il y a encore au sol. Non, juste écoutez Flora, justement, parce que votre regard, c'est que, n'est-ce pas, je vais voir comment vont faire lever les enfants, observez-les. Pour les femmes qui nous regardent, celles-mêmes, parce que j'ai vu ça dans Regard Social dernièrement, j'ai été maîtrise. Justement, quand on dit l'enfant appartient à la communauté, tout le monde le sait. Même vous, la femme, la maison appartient à la communauté. Est-ce que vous avez été une femme qui acceptait les gens chez elle? Est-ce que vous avez été une femme qui répugnait les gens? Est-ce que vous avez accepté qu'un enfant de la sœur de votre mari arrive, ou bien c'est vous seulement? On observe tout ça. Pendant que vous vivez avec votre mari, quelque temps, on peut vous lancer des pics. Mais comment toi tu fais? Non. Moi et la famille, c'est 2 personnes. Je ne veux pas. Je veux que la famille soit loin. Je les entretiens. C'est pas justement quand vous venez de vengeance, sachez que qui vous a dansé quand vous venez en mariage? Merci. Qui vous a dansé? Merci. Permettez maintenant aux femmes qui ont dansé quand tu venais en mariage de pleurer leurs frères.
Quand ils pleurent dans leurs frères, ils savent que non, notre femme-ci avait tel comportement vraiment. Parce que vous pensez de mais dans demander l'histoire, par on comme a la une mort. famille qui a abandonné Cette le corps de leur frère. Cette femme, elle Pourquoi était le font-ils méchante, elle ne vivait pas. S'ils sont en très commun. amoureux, pourquoi ont-ils abandonné justement le corps de leur Cette frère? femme est méchante. D'accord, Oh. ok, très bien. Elle est méchante. On À va- chacun sa part de responsabilité dans cette histoire. Un mot, Karine, pour 30 secondes seulement, parce qu'on a pris beaucoup de temps, on a pris beaucoup de temps. Allez-y, en 30 secondes. Il faut de nos jours, je pense qu'il est temps quand même de limiter les radicalisations dans nos côtés spirituels. C'est-à-dire que ce soit judéo-chrétien ou bien traditionnel, je pense qu'on doit quand même trouver un consensus pour limiter les radicalisations. Ok, nous sommes traditionnalistes. Comment est-ce que l'homme vivait avec sa femme depuis tout ce temps, puisque lui, il est traditionnaliste et la femme ne l'est pas? Il y a quand même, il y a quand même ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et puis, après, il faut quand même que les femmes sachent que si vous acceptez qu'on vous dote, sachez que c'est comme ça que ça se passe après. Hein. Et ça se passe ainsi dans toutes les traditions africaines, camerounaises et tout. C'est le processus à suivre. Merci. Maintenant, Bon, oui. dans Karine. certaines On a vu familles, dans certaines familles où le monsieur dit à maman, ne fais dans pas passer la certaines femme familles, passer, dans certaines on fait familles, moi quoi? je sais que dans certaines familles, dans certaines traditions, on a réduit certaines choses parce qu'on a compris qu'à un moment donné que Ça rabaissait la femme, ça rabaissait. oui. Et je pense qu'au de nos jours, si on fait toute l'observation, ce n'est plus pareil qu'avant. Parce que D'accord, ce n'est très bien. plus la Oh même non, chose. tu as écouté Charles Hamel tout à l'heure? On va s'arrêter là. Pour ce matin, madame, monsieur, voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la cherté des projets structurants au Cameroun. Les projets au Cameroun coûtent cher, tellement cher que, entre eux, ils reconnaissent que, vrai, ce n'est que dans ce type de projet qu'on peut bien détourner de l'argent. Pourquoi est-ce que le coût de réalisation des projets atteint les records pharaoniques au Cameroun? Chaque année, le Cameroun paye 250 milliards de francs CFA à titre d'intérêt sur la dette, en plus du montant emprunté. À quoi aura servi la dette? Point d'interrogation. Comment comprendre que les prix diffèrent pour le même type de projet dans les pays voisins? Comment comprendre le cas dernière actualité que les stades camerounais soient les plus chers d'Afrique? Le Cameroun dépose ou dépense plus que ce qui est prévu pour construire ses infrastructures. Et c'est vrai. Prenons par exemple le coût de construction des enceintes dont la capacité est comprise entre 50 000 et 60 000 places parlant de stade. Le stade Omnisport Paul Biya de Yaoundé, en cours de construction, vaut 163 milliards de francs CFA, alors que le stade malien du 26 mars de Bamako vaut 18 milliards de francs CFA pour 60 000 places, avec la même capacité que celle de Paul Biya. Vous voyez, 168 milliards, 18 milliards. Et il y a 150 milliards qui flottent. Que dire des différents ponts réalisés dont les coûts ont atteint des records faramineux en termes de coûts? Pont superposé sur le Vouri et le pont d'Abidjan. Celui-ci est plus court, l'autre est plus long, mais celui qui est plus court coûte plus cher que celui qui est plus long. Bravo! Que dire des multiples ponts métalliques qu'on avait prévus pour remplacer les buses? Non, que dis-je? Ponts métalliques, buses, conteneurs, dans tous les cas, je m'y perds. Une chose est sûre, c'est que ça devait s'effondrer, on a remplacé. De quel type de bus ou de dallo, je n'en sais rien, je m'y perds. Comment comprendre cet écart en termes de milliards de francs CFA enregistré entre le coût prévisionnel et le coût du projet réalisé? Exemple, la pénétrante est de Douala. Le budget prévisionnel, le coût prévisionnel était de 47 milliards de francs CFA. À la fin, on s'est retrouvé à 70 milliards de francs CFA pour bitumer 10 km de route. Écart 13 milliards. L'entrée ouest, toujours de la ville de Douala,
Le coût prévisionnel, 54 milliards. À la fin, on s'est retrouvé à 60 milliards pour bitumer 13 km de route. Bravo. La route Maki, pont de la Mapé, le budget s'est retrouvé avec un dépassement de 7 milliards de francs CFA. Le barrage d'Hydro-Mekil, on est parti de 25 milliards pour se retrouver à la fin à 90 milliards de francs CFA. La route Corresson-Ndi, sur la nationale numéro 1, s'est retrouvée, on a démarré ça dans les années 2010, à terme de milliards, 2011, c'est-à-dire un an après, tout a été abandonné. Que dit de l'hôtel du Comice? Même chose. Que dit des gymnases multisports de Douala et de Yaoundé? L'argent a été décaissé plusieurs fois. Le charpente s'est effondré. On a redécaissé des sommes et c'est toujours là, ça nous attend. Mais rassurez-vous, pour les deux gymnases, on a plus d'1 milliard en termes d'excédent. Là, le projet d'alimentation en eau à partir du fleuve Sanaga, 589 milliards plus excédent, ou si vous voulez, coût de réalisation 91,5 milliards. Autoroute Yaoundé-Douala, Semting. Yaoundé-Simalen, on avait prévu près de 100 et poussières de milliards. On s'est retrouvé avec un gap à environ 70 milliards de francs CFA. Stade Paul Biya de Ngomeka, plus 2 milliards de francs dans le budget. Un stade même qui n'a jamais pratiquement, dont les travaux n'ont jamais démarré. 12 milliards de francs CFA empruntés aux Indiens pour le projet maïs et manioc. On a eu les espaces, on a essayé de cultiver un peu, jeter quelques maïs et après aussi Songo. 150 milliards de francs CFA après l'emploi obligataire pour la sèmerie, jamais arrivé dans la localité. Où est donc passé le véritable budget, ou quel était véritablement le budget du complexe industrialo-portuaire de Kribi? Non, que dis-je? Port autonome de Kribi. Non, que dis-je? Port en eau profonde de Kribi. Quels étaient les différents budgets alloués? Allez savoir, sont-ils rentrés? Que non. Faudrait-il la guillotine, le poteau, la bastonnade pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas exagérer avec des multiples avenants, des longueurs et des lenteurs, juste parce qu'on veut grappiller, grappiller et grappiller. Merci Charles-Amel Bachou pour cette colère qui évoque une question que la Banque mondiale avait en son temps clairement et largement étudiée et prise en compte sur les projets camerounais qui coûtent 4, 5 à 6 fois plus cher que d'autres projets de même nature dans d'autres pays du continent africain. Vous avez fait ici l'exégèse, on voit très bien des comparatives de ces projets-là de construction de stade dans un pays comme le Cameroun ou dans un autre en Afrique. On voit très bien que le gap est tout à fait considérable. L'exemple, c'est que les budgets arrêtés ne sont jamais les budgets définitifs. Tout à fait. On décaisse pour la réalisation et à la fin, on se retrouve à avoir dépensé un peu plus qu'il en fallait, monsieur Rifo. Voilà. Sans toutefois que ça soit achevé. Voilà, ils appellent ça les avenants. C'est une technique qu'ils ont créée pour voilà, grossir ainsi, comme on le voit à travers de multiples avenants, tous ces budgets, comme vous le dites. Alors, bon, Bengan, quelle est votre analyse explicative de cette situation au Cameroun? Je voudrais qu'on fasse la conclusion, qu'on applique la conclusion de la colère de Charles-Amel. Oui. Qu'on choisisse la guillotine, le poteau, ou la bastonnade, ou le blanc public, ou alors qu'on dit on a pardonné. C'est-à-dire, il faut puisqu'en fait tout le monde sait ce qui se passe. Il y a deux choses. L'actuel directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, quand il venait de prendre ses fonctions, il a dit qu'il avait de l'argent à injecter dans l'économie camerounaise, mais il ne va rien donner du tout. Parce que les projets n'arrivent jamais, ne sont jamais bien montés, et les réalisations n'arrivent jamais à terme, et même le montage pour décaisser cet argent, c'est un problème. Donc lui, il ne va pas injecter son argent comme ça, il ne va pas injecter cet argent. Si on veut, on l'enlève. Il est resté ferme. J'aime ce genre de compatriotes qui réagissent comme ça. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on définit un projet,
Mais chemin faisant, il se trouve que vous n'êtes pas en train de réaliser le projet que vous avez défini au départ. On parle bien du complexe sportif d'Olembe, qui est devenu le stade Paul Biya. Oh, c'est faux. Au départ, c'était un complexe sportif qui a le stade qui porte le nom du chef de l'État, qui a des hôtels, qui a des piscines, un certain nombre de choses. De la même manière, le complexe de Japoma, qui a des piscines olympiques, qui a ci, qui a ça. Mais on veut nous faire croire que non, le stade de Japoma va bientôt sortir. C'est faux. Et le drame également, c'est que même à Kribi, et il a bien fait de prendre l'histoire de Kribi. Aujourd'hui, nous sommes le 19 avril 2019. On ne sait pas ce qu'on construit à Kribi. Est-ce un port en eau profonde? Est-ce un complexe industrialo-portuaire? Est-ce le port autonome? Qu'est-ce qu'on construit? On ne sait pas. Et c'est chemin faisant qu'on s'est dit, mais on avait oublié de rattacher le port de Kribi à la voie ferrée qui passe à Idéa. On avait oublié de faire la route Kribi, par exemple, et Boulevard en passant par Acom 2, parce que ça aurait été une mission. Mais au départ, lorsqu'on envisageait seulement les travaux, on faisait les levées topographiques pour faire au départ ce qui était considéré comme l'autoroute aidée à Kribi. Je dis bien l'autoroute. Mais on se trouve avec l'axe lourd. On avait dénombré que non, à ce moment, le trafic sera intense sur la nationale numéro 3, Douala-Yaoundé. Et au moins 360 bus étaient en état de défection très avancé. On ne fait rien, on a attendu que Magnaï signale ce qu'il a signalé et que la voie ferrée nous donne ce qu'il a donné. Donc, en fait, on ne sait pas ce qu'on fait. Or, je termine pour dire que ça aurait été une chance pour nous. Parce que le président de la République a été secrétaire général à la présidence de la République, Premier ministre et président de la République. Donc, sur le papier, il savait que les projets étaient des projets intégrés. Quand on parle de l'ACDO, l'ACDO, au départ, ce n'est pas la production seulement de courant électrique. On savait qu'on allait produire 72 mégas. Mais au départ, c'était la navigation sur la Benoué. Deuxième chose, il fallait procéder à l'irrigation pour développer l'agriculture. Et l'électricité venait en troisième position. Aujourd'hui, quand vous êtes à l'ACDO, on se limite au courant électrique. Je pense qu'on n'a même pas encore réaménagé des choses comme ça. Donc, voilà dans quelle situation nous nous trouvons, malheureusement. Oui, voilà, très bien. La surfacturation, on va dire, la multiplication x5, x6 de ces projets-là en termes d'argent. Allons-y avec vous, Karine. C'est un peu plus important dans cette multiplication, c'est que c'est d'abord l'argent de la dette. Donc, c'est la dette qu'on multiplie. Et je vais prendre l'exemple du 6e mandat du président de la République qui avait été placé sous le thème des grandes réalisations. Et je vais prendre un exemple simple. Le barrage de Lompangar estimé à 30 depuis le 30 juillet, selon Investir au Cameroun, à 238 milliards de francs CFA, 5 bailleurs de fonds avaient participé. C'est-à-dire la Banque africaine de développement, la Banque de développement des États d'Afrique centrale, l'Agence française de développement. Et le Cameroun devait participer aussi à 59,6 milliards de francs CFA. Et ça s'est fait sous l'emprunt obligataire. Alors aujourd'hui, quand on nous parle de surfacturation, comment est-ce que cet argent a été géré? Récemment, on a parlé des questions des stades. Et il y a quelqu'un qui s'est levé et a expliqué que le sac de ciment coûtait 16 000 francs pour la construction. 16 500. Et que c'était normal. Pour les stades. Et que c'est normal. Nous savons tous au Cameroun combien coûte le sac de ciment. Et encore que, s'il vous plaît, il y a des stades au Cameroun qui ont été déjà préfabriqués, qui sont arrivés au Cameroun parce qu'on était pressés et tout, et tout, et tout. En fait, quel investissement on veut? Est-ce que c'est le genre d'investissement qui rend les gens pauvres à suffisance pour de bon? Est-ce que c'est le genre d'investissement qui permet aux gens d'être plus élevés? Parce que plus ça coûte cher, plus c'est le Camerounais qui doit rembourser les dettes. Et ça s'est passé aussi avec l'affaire des ordinateurs. Plusieurs pays ont parlé des ordinateurs et ont dit qu'on pouvait faire moins. On pouvait faire moins et avoir des ordinateurs de bonne qualité. Le Rwanda fait avec 5 milliards de francs CFA. Il a monté milliards. même une usine de fabrication sur place. Voilà. Donc, oui, Flora, c'est sur cette question. Oui, j'allais dire que plus on se maintient en chantier, en état d'urgence, plus également il y a des possibilités de corruption et de se faire encore de l'argent
Regardez pratiquement dans tous les secteurs, tout est en chantier. Et justement, quand Karine dit les grandes réalisations, aujourd'hui on est dans les grandes opportunités et où justement il faut encore décaisser d'énormes sommes d'argent et effectivement pour justement voir un jour quelques chantiers se voient terminés. Mais quand on voit la situation déjà dans la crise économique, même la crise socio-politique dans laquelle le Cameroun se trouve, vous pensez réellement qu'on peut qu'on peut sortir aussitôt du tunnel? Non. Donc il y a des choses qui doivent s'enchaîner, qui doivent d'abord se régler. Quoi qu'on fasse, il faut une réconciliation et même pratiquement sur tous les plans. D'abord sur le plan humain. Les Camerounais sont fâchés. Et si vous allez même sur tous les chantiers où les Camerounais justement travaillent, déboursent de leur énergie et tout, ils ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Comment voulez-vous justement que ces chantiers soient justement à terme? Donc il faut une réconciiliation et il faut une sincérité politique, une sincérité administrative. Avec le peuple. Donc je dis que justement, Momoka dit, soit on pardonne, et ce sont des mots qu'il ne faut pas prendre à la légère. Soit on pardonne, soit on bastonne, soit on punit. C'est ça. Donc forcément, il faut faire quelque chose. Tant qu'on ne fait rien, on aura beau nous prendre des projets, il faut penser qu'ils vont rester sur du papier. La réalité, c'est que sur le terrain, ça sera, tant qu'on reste avec des mêmes personnes, la même système de corruption, tout ce qui est fait comme projet sur le papier ne sera jamais réalisé. D'accord. En tout cas, que les Camerounais d'ailleurs comprennent comment le pays est géré. On sait tous comment faire, mais voilà, personne ne veut bouger le petit doigt, malheureusement, parce que un stylo à billes qu'on vend au Cameroun, donc à 100 francs, à 500 francs CFA, alors que au Gabon c'est 100 francs. C'est ce que ça veut dire en fait, ce sujet de Chalam Battu ce matin. Ça veut dire au Cameroun, tout ce que nous faisons est beaucoup plus cher que dans d'autres pays, parce que dans les 500 francs de stylo à billes qu'on fait au Cameroun, les gens s'octroient et des rétrocommissions et tout ce qu'on peut imaginer comme corruption. Mesdames, messieurs, on va s'arrêter là pour cette première partie. A tout de suite pour la deuxième. Sur ce plateau, madame, monsieur, deuxième partie de cette émission 10-12 le Zénith. Nous sommes le vendredi 19 avril 2019 sur Equinox Télévision. C'est un vendredi saint, donc jour férié au Cameroun. Voilà, au Cameroun, on ne travaille pas le vendredi saint. Ça se voit, ça s'entend. On va accepter cela comme ça a été décidé ainsi. On ne va pas remettre en cause cela. C'est l'économie camerounaise qui est au ralenti parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont pas aujourd'hui, malheureusement. En tout cas, on verra très bien tout cela parce qu'il y a beaucoup de fériés dans ce pays. Et une réforme s'impose en ce sens-là. Bon, c'est pas le débat. On va lancer cette deuxième partie de l'émission avec vous, Flora Zé, pour les messages que vous allez nous lire. Et ensuite, nous ferons la revue des réseaux sociaux. Pour être complet. Voilà. Au Cameroun, les chantiers se transforment toujours en société de détournement d'argent par les autorités, parce que tous ces chantiers ne sont jamais livrés, mais l'argent ne fait que disparaître, nous dit Moïse ce matin. Autre réaction qui lui donne la possibilité de faire des descentes également dans les différents chantiers pour les contrôler. Voilà. Autre réaction, c'est normal qu'une veuve soit triste toute sa vie car elle a perdu son mari qui ne reviendra plus jamais. Il y a des rituels dans certaines traditions qui doivent encore être revus. Ghislain à Bafoussam qui réagit ce matin. Les femmes doivent respecter le veuvage parce que c'est la culture traditionnelle du pays. Carmen Braff à Bafoussam, de l'Ouest en tout cas, qui réagit. Alors moi je suis un peu peiné quand parce qu'il y a une certaine prétention occidentale qui me choque, Chalamel, je dois le dire ici. Les gens sont très loquaces, sont dans la facilité. Lorsqu'il faut dire non, il y a des rituels qu'il faut être revus. Mais je n'ai jamais vu des gens à l'église dire qu'il faut qu'on revoie la composition de la communion. Parce qu'il faut quand même que les gens comprennent. C'est très facile de dire, oui, c'est un rituel, il faut qu'on revoie quand c'est l'Afrique. Mais quand c'est les judéo-chrétiens, personne ne remet en cause
les rituels qui sont vous faits en savez? là-bas, Par exemple, moi, ceux qui sont je n'ai faits, jamais pris ce ceux pain. qui sont Donc, faits, vous en savez ceux qui déjà. sont faits Il y a là-bas. beaucoup de dogmes Donc, même il y a- dans il y a- l'Église. il y a- il y a On peut beaucoup de pas choses. attaquer les dogmes dès cet instant. Il y a pourquoi beaucoup pas? de choses. Oui, pourquoi pas? Moi, je n'ai Voilà. jamais pris ce pain, Voilà. par exemple. Il faut Donc, je peux que vous les gens, contredire. il faut que les gens, dans l'idée, il faut que les gens comprennent que il y a quand même une prétention très forte qu'il faut remettre en Respecter les cause croyances. nos traditions. Et je n'ai pas le même, je ne vois pas le même engouement quand il s'agit de la tradition judéo-chrétienne. C'est juste une remarque que Moi, veux je faire. vous fais en une Oui, seconde. oui. Un prêtre de l'église catholique romaine, Jean-Marc Ella, aujourd'hui décédé, il a commis un ouvrage chez l'Harmattan en 1984 qui s'appelle Le cri de l'homme africain. Il a fait une proposition selon laquelle, justement, l'Eucharistie, puisque c'est un symbole, ça peut donc être africanisé, ou comme vous voulez, pour que ce ne soit plus le blé qu'on utilise. Lui, il était à la région de Tokombéré. Il dit, mais comme c'est symbolique, pourquoi ne peut-on pas prendre le mil et le faire? Ou le manioc pour ceux qui sont dans les La régions. patate, On lui a dit, certains le font. la police lui a dit, monsieur, vous ne peut jamais être le cas. Pas Paul VI. Peut jamais. Ça, vous allez mettre en bas le dogme de l'église. Vous allez mettre. C'est mettre en. Voilà. On s'en est pris à Jean-Marc là, au point où il n'a même jamais enseigné dans des séminaires catholiques. Je vous vais rendez commencer compte. en Il a vous enseigné disant dans les que séminaires Angèle protestants. Belvin, Certains Angèle le Belvin, font. dans son livre Balafon, Balafon. dans le livre Balafon, est allé plus loin au point de commettre un ouvrage là-dessus sur la question. Pourquoi faudrait-il que je porte une tunique qui ne soit en rien propre à mes ancêtres, qui ne soit en rien propre à ma connaissance traditionnelle, que je l'utilise pour dire la messe? Si j'utilise le chasse-mouche pour pouvoir bénir comme étant symbole de bénédiction, si j'utilise mon pagne traditionnel, que je m'habille, j'utilise ce que connaissent mieux l'ethnie dans laquelle je me trouve, en quoi serais-je différent si je dis la messe du prêtre qui met la tunique l'occidentalisée? Alors, monsieur Rifopoussi, il est allé jusqu'à le dire. Pourquoi ne pas le dire dans la langue? Utiliser les tons, utiliser le rituel traditionnel africain et l'adapter à ses réalités. En ce qui paraît, monsieur Rifopoussi, on a préféré que un meurt pour tous, que tous ne meurent à cause d'un. Monsieur Rifopoussi. D'accord. Voilà, et quelques mois après, on est venu nous parler d'inculturation et d'acculturation. Ça, je vous le dis. Regardez la date du décès d'Angèle Belvin. Tendez, faites une parallèle, vous allez vous rendre compte qu'après, le pape est venu parler d'inculturation et d'acculturation. Voilà. Alors, ceux qui peuvent suivre vont vous rendre compte que ce qu'on appelle rituel chrétien, monsieur Rifopoussi, ça n'existe pas. Arrêtez de vous faire berner par des pasteurs et des prêtres qui viennent vous parler du rituel chrétien. Ça n'existe pas. Le rituel est propre à une église. C'est propre à un village. Vous avez épousé un homme, vous allez. Il y a certaines ethnies où on enferme la femme pendant 7 jours dans une chambre. Elle ne se lave pas. Elle mange, elle se lave à 6 heures, elle mange, à 18 heures, elle mange, et tout ça. Elle mange avec les mains sales et tout. J'ai dit c'est comme ça, les mains, c'est c'est des comment vous rituels, savez donc ça? ça dépend. Monsieur, il faut pousser. Quand Ça on dit, dépend. quand on dit qu'il Arrêtons un faut peu à un raser la moment femme, donné. la rupture porte sur l'ensemble des choses que le défunt. Le jour, l'habit que vous avez porté, le jour, le que vous avez porté le jour où il est décédé, cet habit, on va le déchirer. C'est le dernier souvenir qu'il garde. Vous ne savez pas qu'il y a des hommes qui, durant leur vie, signent des pactes qui sont tellement liés à la femme qu'après la mort, ils reviennent chercher la femme, ils viennent coucher la femme la nuit. Est-ce que vous savez Mais que c'est les femmes diabolique. qui ont refusé de faire ce rituel, on coupe ça. et on rompt ça. on prend un autre mari, l'homme vient tuer. On rompt ça, je suis d'accord. L'église ne peut pas rompre ça. Pourquoi Vous parlez de on rompt choses ça? comme On rompt ça même sur le plan chrétien. Respectez également les croyances des C'est gens. pour ça qu'il y a de nombreuses femmes dans les églises de réveil, les couches de nuit, les ceci, sorcellerie. Allez-y. D'accord. Mais ce n'est pas en combattant. Proposer des solutions, proposer également l'environnement traditionnel. Allez avec vos Je suis rituels d'accord chrétiens, avec vous, allez-y. mais n'oubliez pas qu'également il y a des personnes qui croient, oui, c'est quoi un rituel réellement? Mais qui croient en ces choses et qui vivent pleinement et qui vivent très bien. Allez sur la tombe de Mais votre j'ai dit père, parlez ceci. en latin. Je n'ai pas dit, Allez sur la tombe je de n'ai votre jamais dit père, parlez en que latin, faire en un grec. rituel. c'est bon. Oui, mais c'est C'est pas chrétien. mais Allez c'est allez sur la tombe de propre votre père. C'est propre Parlez en à un latin, en peuple. grec. Moi, quand je prie, je peux prier à ma langue maternelle et je prie également en Pourquoi en anglais et vous priez en autres. langue maternelle? Je vais vous dire Ok, ceci, ok. ne confinez pas tout le monde dans une certaine religion. N'oubliez pas ça. Je vous ai toujours dit que c'est un problème de croyance. Et la croyance n'a rien à voir avec la religion. C'est quoi un rituel, Charles Amel D'accord. Bachou? Oui. Moi, je dis juste que je ne suis C'est pas bon. contre les rituels, mais je dis de on va lire revoir quelques les procédés, messages, c'est tout Florazé. simplement.
On va lire quelques messages, Flora, allez-y. Alors, autre réaction ce matin de Difokwa qui nous écrit depuis Koto. Il dit il faut également comprendre, hein, la femme doit comprendre certaines coutumes africaines, qu'elles sont faites ainsi et elle doit se soumettre. Autre réaction, que deviendra ce pays avec autant de vols? Lionel Afumbot qui s'interroge. Autre réaction par rapport au coût des chantiers au Cameroun, c'est le manque de patriotisme, hein, de nos dirigeants qui ne pensent pas justement, qui ne pensent qu'à se remplir les poches, nous dit notre cher ami. Et lorsque les contrôles descendus sur le terrain, ce sont les pots de vin et autres qui circulent pour calmer. Et c'est un vol organisé également, nous dit notre cher ami depuis Bafoussam. Monsieur Eric Fopoussi, on a eu autant de pluie dans ce pays, mais jamais on a eu ce type de déferlante de fluide qu'on a vu détruire pour le pont de Maniaï. D'où partait la force. Certains experts sur Cap disent que c'était le premier test d'un barrage où on a laissé l'eau couler. Il y a eu des inondations de plusieurs villages dont on a eu à terre, véritablement la sortie. Les révélations, le fait de décrier, quoi. On a préféré taire, permettez-moi cela. Monsieur Eric Fopoussi, vous allez vous rendre compte que Memvele et Mekin ont les mêmes problèmes. C'est-à-dire, on a choisi le site, on est venu construire, on a oublié que par la phase de test, il y avait des populations qui habitaient un peu plus bas, il y avait des populations riveraines, et que lorsqu'on devait ouvrir les écluses, l'eau allait se répandre et provoquer. On est parti de 25 milliards qui étaient arrêtés, un projet arrêté. Même si après on nous a dit que c'est parce que la présidence mettait la pression, il fallait... parce que c'est aussi ce qu'ils disent. Que la présidence met vraiment la pression, il faut rapidement boucler, il faut déposer. On oublie de mettre certaines choses, de mettre certains composants. Voilà pourquoi on se retrouve tout le temps à ajuster. On a parlé d'hydroméquine. L'hydroméquine a été validé à hauteur de 25 milliards. Après on se rend compte que non, on n'avait pas réfléchi. Par rapport aux populations, les inondations, l'aménagement, l'ouverture, les axes, il faut arriver à 90 milliards de francs CFA. À 90 milliards de francs CFA, avec ce gap au-delà de 25 milliards de francs, on se rend encore compte, le ministre Gaston nous sort, il dit je donne 4 semaines au barrage hydrométrique d'entrer en fonction. 4 semaines. Les experts sur le chantier disent qu'il faut encore minimum 50 milliards. S'il faut achever, il faut encore 50 milliards. Additionner, on est parti de 25 milliards à 90. De 90, on dit qu'il faut encore ajouter pour pouvoir ouvrir. Et on vous dit que dans 4 semaines, il faut que ça soit opérationnel. Mais il faut qu'on arrête un peu de blaguer dans ce pays. Voilà la casse du siècle. La casse du siècle, nous sommes à 3 000 milliards pour la canne. La casse du siècle, on a détourné. On dit qu'on va encore décaisser 150 milliards de francs CFA pour achever les chantiers. Alors, vous voyez jusqu'où on se retrouve à dépenser. Et on dépense quoi, comme l'a dit Karine Sontia? L'argent de la dette. Florazé, allez-y. L'État a démissionné. Les ministres et autres compagnons ont pris le pouvoir et ont choisi de les aider principalement dans le partage du gâteau national. Et le pays est dans, est dans la sauce, nous dit notre cher ami Otiniel depuis Yaoundé. Oui. Est-ce que le chef de l'État se rend compte qu'à la fin de son septennat, partant de 2004 à aujourd'hui, à la fin de septennat, aucun chantier n'aura été livré? Il se rend compte, Charles Lamel. Il était là, à côté du chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État se rend compte même qu'il a peu de mentir au peuple? Lorsque le président Aïdjo quittait pour venir voir seulement les chantiers de construction de marché central de Douala, de Yaoundé, les palais, comme ils appellent les maisons de parti, il était là. C'est même lui qui élaborait le calendrier de sortie. Quelquefois, comment lui ne peut pas faire la même chose? Rendez-vous compte, quand il est allé regarder, lorsqu'on lui dit le commis, tout est prêt, un jour il arrive à Ebolova. On lui dit que monsieur le ministre l'appelle, le ministre Femme Dongo, qui ne se trouvait pas là. Il me dit, mais moi je suis ici. Il a fallu que l'armée de l'air aide le ministre Femme Dongo pour qu'il retrouve le chef de l'État sur le chantier. Vous avez vu comment les travaux ont été accélérés. Donc s'il faisait ça, faisait des visites inopinées, comme ça, je pense que les choses n'allaient pas être... Les gens auraient au moins peur. Vous voyez le pont superposé, ce pont superposé sur le Vouri,
On a dit que le pont était livré, mais qui vient inaugurer? Lui aussi, si on dit que c'est livré, qui vient inaugurer? Voilà une inondation. On dit qu'il faut reprendre le travail. L'entreprise, elle aussi, se remet à reprendre. Donc, c'est bâclé sur tous les fonds. Regardez la route la route de Bonabasem. La route de Bonabasem, c'est ça, non? J'ai dit Bonabasem. Parce que j'ai dit militaire, oui. C'est l'axe de Bonabo. Vous êtes repassé là? Regardez la sortie de le rond-point Maïtur. La route ressemble à quoi? Ce pont qu'ils ont lancé, ils ont encore fermé un côté parce que les travaux ne sont... Mais on a des trous, des nids à n'en plus fini sur un axe qui est censé être libéré. Mais que le chef de l'État se rende compte que de rien n'a rien sur tous les chantiers qu'il a promis, rien n'est réalisé. Les nombreuses femmes dans les églises de Revers sont dues à des multiples infidélités de certains hommes, parce que les femmes également, même traditionnalistes, vont chez certains marabouts à cause de certaines ingratitudes qui sont animées par les hommes. Autre réaction, la femme se sent concernée sur la mort de son mari. Et c'est pourquoi elle refuse de se soumettre au rite traditionnel. Merci. Zumba Amarwa. Merci Zumba. Autre réaction ce matin. Pourquoi les mariages entre clans est-il aussi difficile en Afrique? Non, c'était avant. C'est plus aujourd'hui, c'était avant. Alors, autre réaction, on profite pendant... Basile à Yaoundé, des familles profitent pendant la souffrance de la veuve pour s'accaparer des biens. Autre, non, faut pas dire. Non. Bon, Je dis voilà, non. à chaque fois. Comment comprendre que tout cela arrive encore, on arrive encore à respirer dans ce pays? Cela veut dire que ce pays a vraiment beaucoup d'argent. On en perd tout le temps, on augmente les prix de tout dans ce pays, sauf le salaire des fonctionnaires qui sont vraiment minables. Mais pour savoir si les fonctionnaires ont il y a de l'argent, faites le tour au ministère des Finances, ministère du Commerce, vous allez vous asseoir là-bas, vous voyez, regardez le parking. Donc à 10 heures, lorsque tous sont déjà arrivés, faites le tour des parkings, vous comptez les véhicules qui viennent d'arriver au moteur chaud. Vous allez évaluer et vous rendre compte que seulement le parc automobile est chargé de véhicules de valeur. Allez rester devant les salons de coiffure vendredi, samedi, salons de coiffure UP de nos différentes villes. Vous allez voir les voitures garées, immatriculées CA, avec le moteur qui tourne pendant que madame se fait coiffer dedans. Et la clim tourne. Et c'est le carburant du contribuable qu'on utilise tous les jours, monsieur. Il y a de l'argent. Qu'on ne dise pas que le Cameroun est pauvre. Le Cameroun n'est pas pauvre. Il y a de l'argent et deux tribus. La tribu de celles qui mangent, c'est un groupuscule, et ceux qui souffrent et qui contemplent, c'est tout. Les opportunités. Autre réaction pour les hommes qui tuent. Oh là là. Pour les hommes qui tuent leur progéniture en demandant de les enterrer là où on veut, de ne pas faire le veuvage. Donc c'est au détriment de sa famille, parce que la décision d'une personne ne peut donc annuler les rouages d'une tribu. C'est Emmanuel Kokwam qui réagit. Il fait bien de le dire, parce qu'il y a certaines femmes, lorsque le mari tombe malade, elles cachent à la famille. Elle ne dit pas. Les hommes qui ont été charmés, qui ont des maladies, elles ne font pas la famille. Lorsque l'homme ferme les yeux dans chaque ville, lorsque l'homme ferme les yeux, il y a des gens de la famille qui doivent venir fermer les yeux de l'homme. Pareil pour la femme. Est-ce qu'elle respecte cela? Vous voyez, vous allez voir juste le rituel de veuvage. Le rituel de veuvage commence dès la mort, le décès. Il y a des femmes qui, lorsque l'homme tombe, elle appelle tel est mort, hein, tel est mort, tel est mort. Elle n'attend pas. On donne généralement 1 heure à 2 heures qu'on vienne voir le cadavre à la maison. Il y a des gens qui doivent venir voir le cadavre, fermer les yeux, emballer dans un linceul blanc. Et il y a une personne qui doit amener le linceul blanc, ou délégué. On amène le linceul, on le met avant de le transporter à la mort. C'est tout un rituel. Je vous dis tout un rituel. Hormis pour ceux qui sont en Europe, et tout ça c'est autre chose. Mais quand vous êtes ici, il y a une forme de rituel. Et c'est là commence le rituel du veuvage pour les femmes. Ok, on va arrêter là pour les messages. Tout de suite, Florazé, recours à vous encore pour la revue des réseaux sociaux. Oui, il faut pousser avec... Pourquoi vous souriez, c'est quoi? Ah mais non, je souris toujours, monsieur Fopoussi-Negou, dans cette émission. Alors, nous avons 2 informations pour l'heure. La toute première, justement, fait donc... On a quelques petites images qui vont circuler. Rappelons que Vera Sondé, donc depuis quelques jours au Cameroun, la terre de ses ancêtres. Et puis donc il y a une image également qui défile sur la toile. Certains se sont offusqués justement
de son attitude, de sa tenue auprès du chef de l'État. On la voit justement avec un pied croisé. Vous allez voir cette image sur laquelle on va donc rester focalisé. Mais on rappelle tout de même que c'est la première femme à diriger la commission économique de l'ONU pour l'Afrique. Et puis désignée également à cette fonction le 13 avril 2017. Elle verra donc depuis lors élaborer, on le rappelle, quelques petites stratégies pour booster le financement dans le processus de développement des pays africains, même que sur le Cameroun, elle a fait justement quelques ébauches de travaux. Eric Fopoussi. Donc cette image justement a créé un tout petit peu le buzz. Certains traditionnalistes justement sont insurgés contre son attitude, ont estimé qu'elle était voilà, bon, pas très bien assise à côté du chef de l'État, qu'il ne fallait pas qu'elle ait cette attitude ayant le pied croisé, etc. Et tout. Donc ça fait quand même jazzer sur la toile et puis ça crée pas mal de positions sur, sur les réseaux sociaux. Alors, il faut dire que le protocole d'État n'a pas réagi là-dessus. Ça veut dire qu'il y a un passe-droit qui a été fait pour elle. Soit c'est qu'on considère qu'on ne peut rien lui dire et qu'on s'est affaissé face à elle. On a estimé... n'aurait même pas dû la rendre publique. Je veux dire, oui, vous comprenez que d'ailleurs, il y a quelque chose qui ne cloche pas dans cette affaire. Oui, pour une raison. On ne devrait pas la rendre officielle pour une raison. Elle est assise à côté du Nomgi. À moins que cela soit un titre fantoche qu'on ait donné au chef de l'État. Mais non, permettez-moi, je pèse mes mots. Je dis à moins que ce soit un titre fantoche qu'on ait donné au chef de l'État. Mais il porte le titre de Nomgi. Et le titre de Nomgi s'étend dans toute la sous-région. Ça veut dire depuis la Centrafrique, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, il porte le titre de Nomgi et il a été donné par tous ses chefs. Une femme croisée, non, même au-delà de ça, moi il me souvient, enfin je sais pas, moi il me souvient que pour entrer au palais de l'unité, les femmes ne portent pas de pantalon. D'abord première chose, parce que la première dame tient à ce que cela soit respecté. Les femmes de ministres qui parfois venaient là, elles sont souvent fait rabrouer. Elles sont fait rabrouer, c'est interdit d'entrer. On a vu, et ce n'est pas seulement pour les Camerounais. On a vu Christine Lagarde venir au Cameroun, elle a dû se conformer à la jupe pour entrer. Souvenez-vous, on a vu Robichon, l'ancienne ambassadrice de France au Cameroun, qui aime bien les pantalons. Mais chaque fois qu'elle a la présidence, elle mettait sous la jupe. Non mais je vous dis, observez très bien, je ne sais pas pourquoi pour elle, il y a un truc qui cloche, je ne sais pas ce... Non, que celui qui a laissé passer ça soit sanctionné. Soit sanctionné, que les chefs traditionnels se lèvent. Contenant cela. Non, pas au-delà, républicaine. Je veux dire que même... Là, c'est encore aggravant, mais dans les normes des choses, le protocole d'État, je ne pense pas qu'on l'accepte. Vous regardez même l'attitude du chef de l'État, il ne la regarde même pas. Il est dépassé. Il ne la regarde même pas. Vous regardez l'attitude du chef de l'État. Il est dépassé. Ces choses-là. Il comprend. Faites vite avec la photo. Allez-y. Chalabel a pris la parole. Vous a divorcé. Allez-y, Bobok. Oui. Je ne voulais pas parler justement parce que... C'est le symbole de quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le Cameroun... bon, deux choses fondamentales. Les commentaires, les premiers qu'on a eus... Oui, deux choses fondamentales. Pour la fille elle-même, elle est mariée ou pas, je ne sais pas, mais pour la fille elle-même, c'est un signe d'arrogance. Veut dire qu'on veut occidentaliser tout, on veut faire tout, c'est l'arrogance. Maintenant, deuxième chose... Même en Occident, je n'ai pas vu des... Je n'en sais rien. Apparemment, je vois la première dame en France, elle est... Bon, ils sont comme ça, un conseil des ministres, ils vont à l'Élysée, comme ça, là, ils vont... Non, mais elle est en Je n'en sais rien. Non, mais portez souvent. Il y a un dress code. Voilà. C'est pour ça que je dis, ben bon, c'est l'arrogance. Moi, je n'aurais pas permis ça. Chef de l'État, je vous dis, madame, vous repartez. Vous repartez et j'ai Elle est quand même secrétaire général adjoint de l'ONU. Ça fait quoi? Où est le problème? Ça fait quoi? Où est le problème? La deuxième chose, c'est le protocole d'État qui ne sait pas contrôler. Justement, je comprends donc pourquoi même les notes confidentielles de la présidente de la République sont dehors. C'est-à-dire que ça est devenu n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Et nous qui dénonçons certaines pratiques, on dit que c'est nous qui n'aimons pas notre pays. Alors que ceux qui n'aiment pas le pays sont autour du chef de l'État. Autour du chef de l'État. Maintenant, pour elle, je reviens à elle. J'ai lu un livre de Jean Ziegler, Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent. C'est apparu chez Fayard en 2002. À la page 2006, il a cité le nom d'un Jerry Manders,
qui a dit, parce que vous parlez de la Banque mondiale des Nations Unies et tout où elle est, dit que McNamara a tué plus d'êtres humains à la tête de la Banque mondiale que lorsqu'il était, en tant que ministre de la Défense des États-Unis, préposé au massacre au Vietnam. C'est pour ça que j'ai parlé d'arrogance. Lorsque les gens sont dans ces institutions de Bretton Woods, on dit au nom de la Banque mondiale. Donc elle dit, Bon, voilà, j'ai une quarantaine. Elle c'est l'ONU. C'est la meilleure de représenter la Banque mondiale, il n'y a pas peu. La Banque mondiale, c'est un système des Nations Unies. Elle vient de là. C'est leur arrogance là, et c'est ça qui est inadmissible. C'est ça qui est inacceptable. Oui. Il faudra se rendre compte, comme le disait encore l'ancien directeur de publication du journal Le Monde diplomatique, Ignacio Ramonet, l'axe du mal est constitué de la Banque mondiale, du FMI et de l'Organisation mondiale du commerce. Donc méfions-nous de ces gens. Même comme il s'agit de notre sœur, de notre fille. Lorsqu'elle vient, elle vient avec une certaine hauteur, un certain truc, mais ce n'est pas comme ça quand j'ai le temps. Donc en fait, elle participe à la bande de ce que Jean Ziegler appelle lui-même les prédateurs. Donc je ne suis pas sûr qu'elle est venue conseiller le chef de l'État camerounais en lui disant voilà les axes, bon, s'ils arrivent, il faut faire ça. Il vient en disant non, nous aux Nations Unies, nous on fait ci, nous on fait ça, vraiment. Même vous ne voulez pas. Il faut voir que là, elle n'a rien de camerounais. Hein. Mais on je n'a pas vous dis, le sentiment qu'elle est camerounaise. Elle n'a rien de camerounais. Mais sauf qu'il me semble, sauf si elle est d'origine camerounaise. Finalement, j'aime le Elle est d'origine camerounaise, mais elle n'a rien de camerounais. Non, je veux dire que c'est vous qui pensez normalement, que pour qu'un Camerounais soit nommé à une haute fonction aux Nations Unies, il faut que le Cameroun donne son aval, non, je pense. Non, elle n'a pas bénéficié de ça. Le Cameroun a été surprise de sa nomination là-bas. Donc le Cameroun n'y est pour rien. N'y est pour rien. Là, on comprend pourquoi, parce qu'elle est complètement déphasée. Elle est complètement dans sa bulle, elle est complètement hors de propos. Elle est assise. Cette photo ne le protocole d'État et le secrétariat général, la présidente de la République, le cabinet civil, tous ces gens qui ont préparé les services rattachés à la présidente de la République, qui ont préparé cet entretien, auraient dû lui dire que madame, voilà comment ça se passe. Lorsqu'on vous dit, on vous reçoit à 10h10, bon, à 10h10, il faut être là 20 minutes avant. On vous prend tant. Voilà comment vous devez vous habiller. Voilà. Vous serez reçu au salon des ambassadeurs, au salon de ci, au salon de ça. Voilà comment ça se fait. Mais s'ils ne l'ont pas fait, ça veut dire qu'eux, ils sont condamnables. Non, autant qu'elle. Non, forcément, ils l'ont fait. Forcément, ils l'ont sans doute fait, mais sauf que quand on voit cette dame, Vera Songwe, parce que moi je ne la connaissais pas avant, son nom est bien sûr fuité dans tout, on a sur Twitter, je la connais depuis 2014. Non, je veux dire, pas la voir comme on l'a vu là. Quand on la voit là, elle m'a l'air d'une personne très antipathique. Je sais pas, mais elle dégage quelque chose de pas très. Ne jugeons pas ces points. Non, l'être humain à travers une photo. Non, mais cette photo. Attention, la photo. L'attitude, oui. Oui, l'attitude. Mais après, vous ne pouvez pas aller quand même. Permettez-moi de finir mon argumentaire. Elle m'a l'air d'une personne très antipathique. Et cette photo veut tout dire. Ça veut dire que sûrement. Elle est venue au Cameroun avec un agenda. Elle est venue au Cameroun avec un agenda. Et n'oubliez pas qu'elle est secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Et qu'actuellement, en Afrique, on discute de la zone de libre-échange continentale qui a été adoptée donc tout récemment en 2018 par l'Union africaine, et le Cameroun n'a pas encore ratifié. Je rappelle qu'il fallait, pour que cet accord rentre en vigueur, que 36 États africains signent. Ça a été déjà fait, donc c'est déjà en vigueur, mais le Cameroun n'a pas encore ratifié cela. Peut-être qu'elle est venue demander aux Camerounais de ratifier évidemment ce traité de zone de libre-échange économique continentale, et que évidemment elle se rend compte que le Cameroun a dit niet, parce que souvenez-vous, nous avons signé les APE avec l'Union européenne sans en référer à l'Union africaine ni à la CEMAC. Donc il faut comprendre les enjeux, et je comprends qu'elle est complètement, je veux dire,
un peu peiné que son pays d'origine ne respecte pas, du moins ne sente pas cette opportunité qu'est la ZLEC. C'est ce que je voulais dire avant que vous me jugiez. Parce que après, vous savez, au Cameroun, on juge les gens très très vite au premier mot. Allez-y, voilà. Allez-y, Karine Sonti. Bon, mais de toutes les façons, c'est bien pour faire jaser la toile. On s'arrête bien à son pied croisé, à son attitude, on passe à côté de l'information. Ça, ce que M. Foposi vient de dire, peut-être que tous ceux qui ont commenté sur la toile n'ont pas soulevé le sujet et peut-être que, voilà. Oui, donc, puisque, voilà, il ne faut pas s'arrêter sur la forme. On s'arrête sur l'image, on s'arrête sur la forme. Et pourtant, le fond, il est là. Et on ne l'a pas Toute perçu. information qui vient du système des Nations Unies en matière économique est préjudiciable pour nous. Donc, elle ne peut pas venir avec une bonne information. Bon, je rappelle que mais elle a été honorée, elle a reçu un titre honorifique. Oui, justement, c'est sur le plan protocolaire, diplomatique, mais aucune information qui nous vienne de le plan économique du système des Nations Unies n'est bénéfique pour le Cameroun. Sauf qu'il y a deux informations qui viennent d'en haut, de là-bas, qui se... Voilà. Il y a l'accord qu'on a signé avec l'Union européenne. Ça n'apporte rien de positif. Savez, alors, mais sauf que ça semble nous bloquer pour cette zone de libre-échange économique continentale avec les autres pays africains. C'est pour ça qu'on disait au chef d'État de ne pas signer. Voilà. Je vous ai pris des propos de Marc Namara, repris par Jean Ziegler dans son livre. Voilà. Bon, là, c'est l'Union européenne. Bon, enfin, bref, c'est pour clairement dire à ceux qui nous regardent aujourd'hui que les enjeux sont énormes et j'imagine que Vera Songwe est dans cette dynamique et qu'elle, évidemment, se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas au Cameroun et que, évidemment, il faut faire beaucoup pour résoudre tout cela, ce qui expliquerait son attitude, son comportement devant le chef de l'État français. Voilà. Camerounais. Un lapsus qui peut tout dire. Camerounais. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Florence, on poursuit. Ah non, la dernière... qui peut tout dire. Non, la dernière information, justement, c'est pour cette journée sainte pour tous les chrétiens catholiques déjà fériés au Cameroun. Et puis, c'est l'une des journées, justement, où on commémore, si vous voulez, le sacrifice que Jésus-Christ a donc fait pour sauver les hommes, sortir les hommes du péché. Certains également estiment que c'est plutôt une période, on va dire, de sanctification, commémoratif également, oui. Donc, certaines congrégations, des chaînes de prière vont être enchaînées et tout. On va revivre également le crucifix, ou bien alors tous les événements qui ont enchaîné, qui ont été enchaînés justement pendant cette période. Bon, vous dites fête et tout, donc certains pensent que c'est une période de réconciliation également, sanctification, rémission des péchés, justice, justification, réconciliation également. Eric Foposi. Bon, enfin, bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais rien, mais vous dites, vous êtes le... J'observe... Caramel, pourquoi vous me regardez comme ça? Mais j'ai terminé. J'observe juste, concernant l'Église catholique romaine, que vous savez que le pape est vu comme le successeur de Pierre, qui est l'un des disciples de Jésus, selon ce que dit la Bible. Vous voyez, donc, et vous savez que le Vatican à Rome est construit, on nous dit, à la place où Saint-Pierre a été enterré. Enfin, c'est ce qui est dit. Mais sauf que les historiens estiment qu'il n'y a aucune preuve qui montre que, effectivement, Saint-Pierre un jour été à Rome. Vous imaginez à quel niveau on est. Et vous savez que dans la légende, dans l'histoire et dans la rhétorique chrétienne, on veut que l'empereur de Rome de l'époque Néron ait été celui qui a, on va le dire, massacré et voilà, lapidé et tout ce qu'on peut imaginer comme martyr des églises, des croyants chrétiens de l'époque. Et donc c'est sur cette rhétorique qu'on construit dans le mythe derrière le fait que Rome aujourd'hui soit le centre, et du moins que le pape soit à Rome et pas à Jérusalem. Bon, bref, vous savez, on peut déblatérer. Mais moi, ma question que je me pose, Chalamel, c'est que il y a un débat qui est né avec cette affaire de Vendredi Saint, qui veut que, vous savez, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne et chaque Vendredi Saint, on mettait le film de Jésus, tout ça là, où il y avait un blanc, vous voyez, bon.
Avec les longs cheveux. L'acteur. J'ai remarqué que... Avec les longs cheveux. J'ai remarqué qu'il y a actuellement Il revendique. aussi une prise de conscience quand même très africaine, comme pour dire qu'ils ne sont pas les seuls, et que les gens ont tourné ce même film avec des noirs. Avec des noirs. On va tuer l'acteur. Avec des dreadlocks. L'acteur demande beaucoup d'argent Allez-y, aussi. Charles. hein. Non, mais Je veux écoutez, moi, commencer je ça par s'appelle dire à tous ceux qui ont les images de ce Jésus ayant tourné. Il a dit qu'il ne veut plus montrer ces images. Il brûle la Il voix. ne veut plus. C'est un soulard. Lui-même, il a dit qu'il ne veut plus qu'on utilise ces images. j'oublie son nom, c'est un truc. c'est Donc pas vraiment, C'est un anglais. arrêtez de vous prosterner devant cette photo. Brûlez-la et jetez-la très loin. C'est un homme comme vous. Et de surcroît, il est devenu soulard. Il a été payé, lui-même avait dit pour tourner. Il est juste acteur. Il est alcoolique. Non, je le dis. Je le dis à moi. Il ne s'est pas désintoxiqué, il Non, n'est pas non, j'ai dit alcoolique. Il a dit dans un moment de lucidité. Faites alors le vin de Donc, prière. il faut déchirer et le Il peut être soigné par l'église. arrêter de faire des chemins de croix et tout ça tout autour de cette photo. Elle n'est en rien celle de Jésus. Le vrai Jésus était noir. La vraie Vierge était noire. Et si vous rentrez dans la mythologie de l'histoire, vous allez vous rendre compte que les toutes premières vierges avec la couleur noire. C'est après, par souci ethnologique, qu'on est passé à Vierge blanche. Fouillez l'histoire, tapez tout de suite sur Google, vous fouillez l'histoire, vous allez vous rendre compte. Monsieur Eric Fopoussim, vous faites 1 an, allez tous les jours à l'église catholique. En fin d'année, vous aurez fait le tour de l'église catholique. Parce que vous reviendrez l'année qui suit, on vous parlera des mêmes choses, les mêmes choses à la même heure. Je préfère encore la tradition africaine, la tradition traditionnelle. Elle, chaque jour, elle s'invente, elle se recrée. Donc, je dis à tout cela, et je prends le premier pas à commencer par le lavement des pieds. Dans les églises, et tout petit, quand on était tout jeune, on allait dans les Non, églises. c'est symbolique, C'était hein. toujours des familles nantis qu'on lavait les pieds, jamais les familles de vrais pauvres. Je n'ai jamais vu un crasseux, permettez-moi l'expression entre guillemets, aller se faire laver les pieds. C'est des personnes d'un certain rang, d'une certaine classe, de la population élitiste qu'on a choisi. J'avais posé la question, je pense à l'époque, il s'appelait le père Carlos de la communauté des Avériens. Je lui avais posé la question de savoir pourquoi c'était les membres des familles. Il m'avait dit, écoutez, c'était un choix, ça arrivait. À la fin, on se rendait compte que c'était ça. Donc, monsieur, il faut pousser ce type de débat. J'avais qu'un seul mot, déchirer toutes les photos de ce Jésus alcoolique que vous avez chez vous. Jetez-les. Bon, est-ce que au moins, le sens de ma question, est-ce que au moins, au fait, le fait qu'il y ait actuellement la diffusion en Afrique de ces films de Jésus avec des acteurs africains noirs, voilà, un tout petit peu acceptable maintenant. Monsieur Eric Fopoussim, Oui. on n'a jamais raconté le pèlerinage, retracé le pèlerinage de la vie de Jésus. C'est en cela qu'il fallait commencer, retracer le pèlerinage, toute la vie de Jésus. Son ministère. Non, non, pas son ministère, il y a des films sur son ministère. Je dis retracer toute sa vie. En retraçant toute sa vie, vous allez vous rendre compte des lieux, des différents lieux où il a véritablement séjourné. Et ces lieux, c'est l'Afrique. Voilà ce qu'on veut dénuer, monsieur, il faut pousser à l'Afrique. On veut dénuer cette réalité que c'est l'Africain. Lorsque vous parlez de l'encens est africain, monsieur, il faut pousser. L'encens africain. Je pense qu'au village, plusieurs fois, vous avez vu, on utilise cet encens traditionnel. Et c'est propre à l'Afrique. Quand on vous parle de la myrrhe, on vous parle, tout ça c'est africain. Mais on veut changer. Il est temps aussi que l'Église, à un moment donné, se rabaisse et que tous ceux qui sont là. Parce que le deuxième tournant de l'évangélisation, maintenant, c'est les Noirs. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de prêtres africains qui sont en train d'évangéliser en France, évangéliser à Bordeaux, évangéliser aux États-Unis. La foi aux États-Unis s'est cassée. Pourtant, on disait une foi vivante et pérenne. Aujourd'hui, ça a changé. C'est les Africains qui vont évangéliser. Donc, il faut revoir cela. Donc, c'est le moment de pénitence. Oui, pour les chrétiens, on va être avec eux, comme on va être bientôt avec les musulmans. Pour ce qui concernera leur célébration, on va être avec eux. Mais à un moment donné, il faudrait aussi que ça évolue. D'accord. Alors, bon, vraiment, je reprécise la question parce que, vous savez, l'une des choses qu'on peut regretter sur nous, Africains, c'est que nous sommes très faciles à accepter que les autres viennent chez nous et nous imposer leur façon de voir le monde. Pour ceux qui savent ce qu'est un pays comme la Suisse, là-bas, en Suisse, quand vous arrivez, on vous impose de vous intégrer là-bas. Lorsque vous n'êtes pas intégré dans la culture de ces gens-là, ils vous montrent tout de suite que vous êtes une personne extérieure. Vous voyez, ça se voit aussi avec les Chinois, que quand vous rencontrez un Chinois, il vous impose tout de suite sa manière de voir le monde. Mais nous, ici, on a la tendance facile à embrasser tout, même ceux qui viennent nous appauvrir.
Le drame, vous l'avez dit, c'est que l'Africain est hospitalier. Parce que c'est l'Africain qui connaît Dieu. Il fait tout par amour pour Dieu. C'est l'Africain, il y a environ 6000 ans, qui a reconnu que le blanc était lui aussi un être humain. Avant, il n'était pas considéré comme un être humain. Nous avons vécu plus de 150 000 ans, il n'y avait pas de blanc. L'hospitalité africaine, c'est ça, parce que nous sommes Dieu, nous acceptons tout le monde, nous sommes prêts à pardonner. C'est en fait ça qui tue le continent. Ce n'est pas vos trucs que vous dites, l'économie, la Banque mondiale, non, c'est pas ça. Parce que l'autre est venu avec la guerre. La guerre, ces religions sont des religions de guerre. Vous parlez de croisades, de djihad, c'est les religions de guerre. Notamment, les Templiers. Voilà, nous parlons aujourd'hui du Christ. Regardez ce qui se passe. La naissance du protestantisme. Les gens vous disent, essayons de réformer l'Église, qui est dite universelle. On tue au moins 1 million de personnes. C'est ça, un Africain n'aurait jamais fait ça. N'aurait jamais fait ça. Mais il tue au nom de Jésus. Pourquoi cela? Précisément, il nous regarde, sont à la semaine sainte, et Jésus a dit, s'il a existé, parce que nous on met même une interrogation là-dessus, il a dit, la vérité vous affranchira. Or, Josué, on vous dit que Josué, qui est le compagnon de Moïse, son père c'est qui? C'est le Dieu de la guerre chez les Juifs. Josué a pour père Nour. Nour, c'est le Dieu de la guerre. Donc la religion judéo-chrétienne en général est née par la guerre. C'est la guerre qui fonde cette religion. Or, nous qui avons appris au monde que Dieu existe, et lorsque nous avons consacré Moïse qui était noir, dont la maman était noire, nous lui avons donné certains textes sacrés. Quand il est monté sur la montagne pour les traduire en hébreu, il est descendu, vous avez vu l'image, il a trouvé les Juifs en train d'adorer le Dieu qu'eux ils connaissaient. Donc c'est à ce moment que Moïse apprend au monde qu'il y a un être humain qu'on appelle Dieu, qui est miséricordieux, qui est amour, qui est Dieu. Et on lui dit, regarde comment on lui répond, tu verras Canaan, tu n'y entreras pas. Le Dieu ne pouvait pas dire une chose pareille. Donc, pour dire quoi? Que vous dites, non, l'Afrique doit continuer à rester un continent d'amour, d'hospitalité, mais... Même au détriment de ses propres intérêts. Parce qu'après... Ça va ressurgir, la civilisation est cyclique. Mais sauf qu'avec ça, on est en train Non, cher ami, les cathédrales commencent à prendre feu. Non, on dit... C'est ça, c'est les conséquences. Donc. Oui, absolument. Seul l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Puisque le Dieu est africain, et les autres ne connaissent que la guerre et les mauvaises choses, ils vont se détruire. Regardez simplement pourquoi c'est maintenant que la culture africaine est en train de se régénérer, au moment où l'Europe est en train de sombrer. C'est vous qui nous avez lu hier de manière subtile comment l'Union européenne veut imposer l'homosexualité chez nous, en faisant croire que oui, la crise anglophone est montée et descendue, comme toi, ci et ça, et tout. Voilà comment l'Europe est en train de s'effondrer. Et elle va s'effondrer et l'Afrique va reprendre sa place. Il faudrait seulement, c'est pour ça que nous disons à nos filles, à mes filles qui me regardent, lorsque laissez-nous à rapporter les histoires du système des Nations Unies. Revenez, je l'ai dit dernièrement, lorsque le pape Nicolas V autorise l'esclavage, les premiers esclaves qui arrivent en France en 1455 sont accueillis à la cathédrale qui a pris feu. Et c'est lui, Nicolas V, qui est venu dire à Dieu merci pour les premiers esclaves que tu nous as envoyés. Ils vont venir nous dire, je vous dis, là, la cathédrale de Paris. Ça, hein? Voilà. Lorsqu'un pape qui parle au nom de Dieu est en train de venir prendre les Africains, prendre d'autres personnes qui lui ont montré Dieu, la voix de Dieu, tu penses que Dieu va écouter une prière pareille? Non, c'est une question de temps. Donc, il faudrait que les Africains reviennent à leur culture, qu'on laisse certains de nos frères et sœurs qui sont allés là, elles vont revenir, demain après-demain, leurs générations vont revenir. La preuve, vous verrez les enfants africains qui sont nés aux États-Unis, au Japon et tout. Mais pourquoi veulent-ils revenir? Ils sentent qu'ils ne sont pas dans leur lieu. Précisément parce qu'ils ont vu que le chinois est chinois dans le bouddhisme. Le juif est juif dans le judaïsme, il n'est même pas dans le christianisme.
il est juif dans le judaïsme. Même si Donc, Jésus était juif. Absolument. Oui. Absolument. C'est pour ça qu'ils mettent les réserves. Oui. Maintenant, l'Africain qui va dire que non, lui ira au ciel, au paradis, en passant par Christ ou par Mahomet, il fait tout faux. Il fait tout faux. Donc, qu'ils le veulent ou non, on n'est pas là pour le convaincre, mais qu'ils le sachent que, d'accord, adorez Dieu. Si dans votre cœur, vous vous estimez que c'est Dieu, tant mieux. Mais ce n'est ni Jésus, ni Mahomet, ni Marie qui vous amèneront là-bas. Donc, après avoir fait la fête de Pâques, qui matérialise même le passage de l'Exode. C'est-à-dire, quand il quitte l'Égypte pour aller là-bas, il y a même plein de choses qui sont incorrectes, mais on ne revient pas dessus. Maintenant, l'autre chose, je termine par là. Apparemment, Jésus a dit, en allant mourir, soyez un, comme le Père et moi, nous sommes un. Mais je suis convaincu qu'il existe plus de 1000 églises chrétiennes au monde. Et ces églises, toutes ces églises chrétiennes ne peuvent même pas faire elles seules un culte œcuménique. Voilà. Pourquoi existe-t-il tant d'églises chrétiennes si tout le monde croit vraiment en Jésus et tout le monde suit les pas de Jésus? Ça veut dire qu'en fait, ils ne sont pas en train de les suivre. D'accord, très bien. Karine également, juste un mot hein, pour qu'on sorte. Pour dire un mot, lui-même il dit dans sa parole, selon les Écritures, que je vous ai créé à mon image. Dieu dit qu'il nous a créés à son image et on a bien... Et encore, il précise que vous ne ferez pas de représentation d'image de moi. Je pense que c'est ça. Mais dans toutes nos églises, on a ces représentations-là qui pilulent. On veut bien comprendre pourquoi faire le contraire de ce qui est dit. L'image, si vous êtes handicapé et que Dieu dit qu'il vous a fait à son image, ça veut dire que lui-même, il est handicapé. Si vous êtes non-voyant et que Dieu dit qu'il vous a fait à son image, ça veut dire que lui-même, il est non-voyant. Mais comment est-ce que... Voilà. Maintenant, comment est-ce que par rapport à ces écrits-là, ça ne se manifeste pas? Il faut toujours interroger ce en quoi vous croyez. Ok, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Hein, et surtout, bonne fête à tous les fidèles chrétiens du Cameroun qui nous regardent ce matin. On va rester dans la laïcité puisque le Cameroun est un État laïque. Et on va considérer que, évidemment, les chrétiens, les musulmans, les athées, voilà, nous regardent ce matin, ou encore ceux qui sont ancêtristes, voilà, nous regardent, parce que j'aime pas le terme animiste, hein, ça ne veut rien dire. Ok, bon, merci beaucoup. On va tout de suite basculer sur interpellation, le temps de retrouver une association ce matin sur le plateau qui n'est pas encore en place. Donc, le temps qu'on retrouve l'association, on va prendre interpellation. Une nouvelle idée pour le développement de notre pays, c'est... Moi, je suis un taximan. Le taxi aujourd'hui à Douala, ça ne paye plus. Il y a trop de benz qui sont en route, qui ne payent même pas de papier. Nous payons le papier pour ne rien travailler. Oui, il faut qu'on organise ça. Donc, on fait en sorte que les motos ne soient plus dans la ville. C'est très grave. Il faut que le gouvernement voit comment il va nous aider à améliorer, en sorte que le taxi devienne encore comme le taxi d'avant. Parce que vous pouvez faire plus de 5 km avec, en travaillant 400, 500, ce n'est plus le travail là-bas. Donc ça vaut plus la peine, vraiment, ça vaut pas la peine dans le taxi. C'est-à-dire que vous travaillez pour rien. Vous rentrez le soir comme ça, vous consommez, vous allez à la pompe, vous consommez le carburant pour rien. Vous ne voyez pas ce que vous avez travaillé. Ok, bon, Bengan, le compatriote a parlé, il a raison, vous trouvez? Oui, il a raison, il a raison. Il y a quand même que le métier de taximan est assujetti à un certain nombre d'engagements avec l'État. Ce qui n'est pas le cas des motos. Les motos nous aident, certes, mais comment faire pour que ceux qui payent l'impôt régulièrement, ils ont les arts de stationnement, de tout, aient quand même quelque chose pour se suivre. Sinon, la moto est en train de rivaliser le taxi, là où c'est même une concurrence déloyale. Et je ne comprends pas pourquoi l'État n'arrive pas à encadrer l'activité du mototaxi pour que le taxi normal puisse aussi engranger des bénéfices. Ok, merci beaucoup, merci infiniment. Ok, merci. On va sortir avec cela. Voilà, on va parler maintenant de l'association Kouma
Kuma Johnson Foundation, je crois, si la fiche avec laquelle je suis. Donc la Kuma Edison Foundation, voilà. Je me retrouve avec cette fiche. Et pour en parler ce matin, ils sont en plateau B. Monsieur Chi Craston et Monsieur Benjamin Mua. Okay, welcome. Yeah, sir. Yeah, thank you very much for inviting us to this Equinox. Okay. Donc, first question for you, Chi Creston. Who are you and why are you here? Yes, I am Chi Gaston May. Chi Gaston May, the Vice President of Kuma Edison Foundation, founded in 2009, based in Bafmen, Fungom Subdivision, Menchum Division, Northwest Region. What is Kuma Edison Foundation all about? Yes, thank you, Mr. Journalist. I pick up this question. I am Benjamin Mua, Secretary for Bafmen People's Movement, an association. Kuma Edison is strongly behind it to see that development goes forward in Bafmen. Kuma Edison Foundation is an association founded since 2009, as my brother has said, and it is here with the objective to promote nutrition, good health, and sanitation through facilitating social development amenities like food to those that are suffering, nutrition, etc. Who is this Kuma Edison? Mr. Benjamin Mua. Yes, Kuma Edison, who is actually a son of Bafmen. He is an Australian-based CEO, that's the Chief Executive Officer and Director of a security company called Special Operations Units, Bankstown. He is the Vice President, he is the President, effectively, of BUFA, that is Bafmen Football Association, Bafmen United Football Association. He is the Technical and Special Advisor for Bafmen People's Movement. Ko Edison is a philanthropist, and he has been executing lots and lots of philanthropic organizations that will be enumerating in the course of this presentation. Okay. Mr. Chi Creston, what activities have the foundation carried out or planning to carry out? Yeah, thank you. I think Kuma Edison Foundation has carried out so many activities to boost the image of Bafmen. In the first place, sometimes in 2014, I beg your pardon, scholarships were given to students of Government High School Bafmen. We equally visited the inmate of the Kundenge Center Prison in Yaoundé. We have empowered the youths in Bafmen and Fungom at large, making them to become self-reliant. And sometimes through the Kuma Edison Foundation, we discovered that Bafmen in particular and Fungom at large had talented youths. And we try to expose these youths to the population. And that is why today, because of Kuma Edison Foundation, you find players in Edingsport, you find them in Dragon, you find them in Young Sport Academy, thanks to Kuma Edison Foundation that they were exposed. And today in Cameroon, the watchword is IDPs, internal displaced person. I think Kuma Edison Foundation is doing a lot in this dimension. We visited the Fungom population displaced, based in Yaoundé, based in Douala here, based in Bamenda, and distributed food items to assist them. And the biggest one too will be in Bafmen in some years to come. We equally rehabilitated some water projects in Bafmen by giving food by assisting the IMU Development Association, is a quarter in Bafmen, giving them good water. And we assisted in the construction of Men Development Association branch halls in Douala. Men is Bafmen Development Association.
So we call it men because of the origin of the name. But when we talk of men, we refer to Bafmen. So the Development Association here in Bafmen, they have a hall that this association assisted. Bamenda, they have a hall too that the association assisted. And then Bafmen proper, we equally did some assistance. And then Ise, that is a village in Bafmen, because Bafmen is a clown. When they were constructing their rest house, I think this foundation too equally supported in that construction. Right. How do you get your resources, please? As at moment, the sources of income is just sole. What is on the shoulders of one person, and that is Kuma Edison Foundation and Mr. Kuma Edison himself. So Kuma Edison is a lone person, but we are here to kind of cry out so that well-wishers, lovers, friends of Bafmen, friends of the foundation can come in and support this foundation and support Bafmen so that they can bring a smile to the faces of those that are crying. And through Kuma Edison Foundation, we want to do more than we have done now. So we are here to invite the public, not only elites of Bafmen, but even those that have humanity at heart, philanthropists, they can come in and assist the Kuma Edison Foundation. Okay. Thank you, sir. Voilà, retour sur ce plateau, madame, messieurs. On va tout de suite se dire au revoir. Passez un bon week-end, Tridium Pascal pour tous les chrétiens qui nous regardent ce matin. Et retour à l'antenne lundi prochain, 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.